Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Parole d'Honneur. Alors là, on est en direct pour notre dernière au studio, c'est-à-dire dans ce studio-là. Donc on est un peu triste, ouais. On va faire un petit tour de table. Donc on a préparé des choses. On va faire tourner les tables. On va faire tourner les tables. Donc là, je présente un peu le programme de la soirée globalement. Salam à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue, installez-vous confortablement. Alors, donc là, tout d'abord, on est avec Béatrice Aurès. Donc elle est membre de l'UJFP, militante à l'UJFP, et on va parler d'un bouquin qu'elle a coordonné qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Donc c'est une collection, c'est une sélection de textes. Voilà. Donc on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on va parler de l'actualité en Palestine et en France. Et on aura aussi des membres de hors-série pour présenter leur campagne de dons. Donc ça, c'est pour la perm. Et ensuite, il y aura une émission animée par Samir. Samir, comment tu vas ? Ou pas. Ouais. Moi, ça va très bien. Ouais, ça va. Ouais, franchement, grave. Mais je voulais juste dire que l'UJFP, c'est l'Union des Juifs français pour la paix. L'Union juive française pour la paix, Voilà. ils connaissent maintenant. Et c'est Ouais, mais il y a peut-être des nouvelles personnes. Bien sûr. Voilà, et puis il y a un replay aussi. Bien sûr. Et donc voilà, c'est un mouvement, enfin une organisation de Juifs qui sont défendant le peuple palestinien, voilà. Et qui sommes aussi antiracistes des coloniaux. Et qui sont, dont nous avons l'honneur d'être les compagnons de route depuis fort Absolument, longtemps. depuis Depuis fort 2005 longtemps. au moins. Depuis Depuis notre 2005, création, tout à fait. lorsqu'il y avait le pire. Ouais. Et donc ouais, après on continue, on va dire après la perm qui va être très riche aujourd'hui, on va se retrouver avec un petit peu pas mal de personnes qui vivent cette aventure Parole d'Honneur depuis quelques temps. Et puis comme c'est la dernière fois qu'on sera à partir de ce studio, voilà, aussi remercier un petit peu tout le monde et passer un petit moment sympathique, on va dire. Ouais. Ça fait Voilà. plus de 2 ans qu'on est dans le studio, non ? C'est ça, non ? C'est ça, Ah, oui. ouais. 2 ans environ. Ouais. En tout cas, on va parler de tout ça tout à l'heure. Donc, ce sera une émission tranquille. Voilà, ça va tourner sur le plateau. Il y aura plein de gens, etc. C'est Donc, le bordel. On va continuer un peu le tour de Pardon, table. Donc, voilà, excusez-moi. Béatrice Aurès, UJFP. Samir Boussina, militant décolonial. Ouais. Voilà. Voilà. T'as vu, c'est bon, Mais c'est oui, bon. ça On qu'on y est. aime. On y est. Marianne Moi, membre de Parole d'Honneur. voilà. Mariam la goat. Ouais, Mariam voilà. la goat. Arrête, je suis timide. Youssef Boussouma, militant décolonial Enchanté. aussi. Oui, Et Yazid Arifi, c'est moi. militant pro-palestinien. Entre autres. Le J'oublie grand. pas comment tu m'avais dit de te présenter, tu vois. Bah oui. Yazid Voilà. le grand. Voilà. Donc, si ça vous va, on commence sur le livre. Ça va. Donc, Allez. le livre, donc, je rappelle, donc, le livre s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Donc, il est paru chez Sileps au mois d'octobre. Et il est coordonné par Béatrice Oès, donc, qui est avec nous, Michel Siboni et Sonia Feynman. Je ne sais pas si je prononce bien. Feynman. Feynman. Voilà, Sonia Feynman. Voilà. Donc la première question que j'aurai sur le bouquin, c'est une question un peu de contexte. Après, vous n'hésitez pas les autres à renoncer comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. La première question de contexte, c'est le livre, il est sorti le 13, le 12 octobre. Deux jours après 7 octobre. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, dans la foulée de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et donc, la question un peu naturelle, c'est comment est-ce que vous avez fait face à ce contexte ? Est-ce que c'était difficile ? Voilà, comment est-ce que vous avez défendu en fait ce livre, qui est un livre antisioniste en fait, dans un contexte comme ça. En fait, globalement, ça s'est très bien passé. La réception du livre n'est pas liée directement à l'attaque du Hamas ou à la riposte d'Israël, mais plutôt à la manière dont les pouvoirs publics en France ont muselé le mouvement de solidarité. C'est ça qui a été problématique avec le peuple palestinien et continue, comme vous le savez, à le faire d'ailleurs. On a eu récemment encore des interdictions. Alors, les présentations que nous avons faites, par exemple, dans différentes librairies, ont été très très bien reçues. Et donc, parce qu'il entrait en résonance avec l'actualité. Hein, c'était voilà. Alors, le moment meurtrier que nous traversons, puisqu'il n'est pas terminé malheureusement, donne toute sa force aux 50. Il y a 50 textes antisionistes juifs qui sont présentés dans ce livre. Alors, ceux qui, dès le début, annonçaient ce que le sionisme apporterait de problèmes et de catastrophes. Vous avez par exemple un texte de Montagu, qui était le seul ministre juif britannique à s'être opposé à la déclaration Balfour. Il était dans le gouvernement Balfour, donc il y a son texte dedans, c'est le mémorandum, et où il explique que lui, en tant que citoyen britannique, il veut vivre Dans son pays. Voilà, dans son pays. Comme britannique. Comme britannique, et que c'est une histoire de fou, et qu'il considère que c'est effectivement, ce projet, c'est un projet antisémite. D'ailleurs, on ne va pas développer ça, mais
Balfour et le reste du gouvernement, c'était des évangélistes qui sont... Voilà, il faut que tu parles bien comme ça, D'accord. en face du micro pour qu'on entende bien ta voix. Donc, qui sont des antisémites, hein, les évangélistes. Et ceux qui ont cherché comment s'en sortir ont proposé des solutions viables. Donc, dans ce livre, il y a également des antisionistes qui ont réfléchi à la manière dont il fallait se sortir et avoir des solutions viables de coexistence entre les deux peuples qui vivaient là-bas, donc entre la mer et le Jourdain. Et on a notamment le groupe Brit Shalom, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui s'est constitué en 1925 avec des philosophes et des écrivains d'origine allemande qui étaient venus en Palestine et qui se sont posé la question, mais il y a des Palestiniens musulmans et chrétiens ici, et il faut qu'on vive avec eux. Mais malheureusement, c'était un sionisme qui a perdu la partie par rapport au sionisme d'extrême droite. Alors c'est le contexte politique général qui nous a amené à écrire ce livre, et plus particulièrement l'amalgame antisionisme égale antisémitisme. Ça a été notre préoccupation, qui a été lancée en France, si vous vous souvenez, au moment de la deuxième intifada, pour lutter contre la révolte légitime des opinions mondiales, en particulier occidentales, et puis de ce qu'on appelle ici en France les quartiers, qui se sont politisés à cette occasion. Donc c'était très important, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de répression, puisque le gouvernement avait peur qu'une partie de la population se politise de manière forte. Alors, parce que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Parlement européen qui, en avril 2002, a condamné Israël, si vous vous souvenez, et demandé la suspension de l'accord, qui est toujours en vigueur, avec l'Union européenne. Il y a eu le vote de la CIG contre le mur en 2004, contre le mur de séparation. Et puis, il y a eu l'enquête des diplomates européens sur l'annexion et l'épuration ethnique à Jérusalem, qui a été enterré, ce rapport, hein, carrément. La CIJ, qui est la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, oui, pardon. Non, c'est juste des fois qu'il faut pouvoir éclairer. Alors, pour bloquer ces révoltes, qu'est-ce qu'ont fait les sionistes et le gouvernement français qui les suit, hein? Il y a eu Sarkozy en 2003, le rapport Ruffin, qui affirme que dans les banlieues se développe un antisionisme qui est en fait de l'antisémitisme. Et c'est notre lutte, et ce livre, c'est en partie pour lutter contre ça. En 2004, vous avez l'affaire, un think tank israélien, Rehout, qui présente sa stratégie de lutte à Herzliya en présence de Sarkozy. Et alors, lui, la chaîne, c'est extrême gauche égale islamisme égale terrorisme. Il y a 2016, ça vous vous en souvenez bien, la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, International Holocaust, je sais plus, voilà, IHRA, qui propose une définition de l'antisémitisme, mais comme vous le savez, comme vous en souvenez, le problème, c'est pas la définition qui était une définition simple, l'antisémitisme et la haine des Juifs, c'est les exemples qui y étaient associés et dans lesquels il y avait l'antisionisme et la critique d'Israël qui étaient considérés comme de l'antisémitisme. Et l'IHRA, c'est l'International Holocaust Remembrance Alliance, voilà. Organisation intergouvernementale fondée en 1998. Par un Suédois. En 2017, alors ça a été le pompon et c'est ça qui nous a vraiment stimulés, c'est la déclaration de Macron au Veldiv. Alors je vous la lis, hein. Nous ne céderons rien aux messages de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Donc ce révisionnisme de l'histoire nous a bouleversés, scandalisés dans un moment où Israël se rapproche de toutes les extrêmes droites et commet des meurtres génocidaires. Au moment où on l'a écrit, ça n'était pas encore le cas, mais... Donc la réception a été d'une bienveillance et d'un... On était très surpris, un très très bon accueil, oui, parce que les gens sont confrontés donc à cette guerre et ces massacres, et effectivement,
ils doivent se sentir un peu déboussolés pour comprendre ce qui se passe, puisque, comme on le sait ici, la Palestine et le peuple palestinien ont été mis sous le tapis pendant des années en essayant d'évacuer cette problématique de la politique internationale. Les discours israéliens donc, sont repris par les médias et l'ensemble des gouvernements occidentaux, et on assiste à un déferlement anti-palestinien, anti-musulman. Dans les discours dominants, le Hamas est taxé de mal absolu et les Palestiniens d'animaux humains. Donc je veux dire, effectivement, on présente le livre, mais on intervient aussi dans le cadre de cette présentation pour contrer ce discours absolument effrayant. Donc le fait que le livre propose des textes de juifs antisionistes, on peut peut-être affirmer que d'une certaine manière, cela fait du bien au mouvement de solidarité avec la Palestine. Et c'est peut-être pour ça qu'il est accueilli et que nos interventions sont accueillies avec bienveillance, puisque je crois que ça fait du bien d'entendre un autre discours par rapport au discours de haine qu'on a tous les jours. Et c'est d'autant plus que quasiment pendant tout le mois d'octobre, et ça continue d'ailleurs en ce moment, si je me souviens bien, les manifestations de soutien au peuple palestinien ont été interdites. Oui. Et lorsque nous avons présenté ce livre, ça nous a montré qu'être antisioniste, ce n'est pas monstrueux. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est important, ça a été important. Mais qu'il existe une pensée politique juive qui s'est développée sur plus d'un siècle et démontre qu'il ne s'agit pas d'une pensée abominable, l'antisionisme, contrairement à ce que veut nous faire croire le monde occidental. Alors, les arguments développés par les auteurs et les autrices constituent des outils, et c'est ce qu'on a perçu à l'écoute de ce que les gens nous disaient, pour lutter contre l'argument qui prospère actuellement, donc antisionisme, antisémitisme. Alors, je vais prendre 2 exemples avant qu'on continue. Le discours israélien de déshumanisation des Palestiniens est typiquement un discours colonial. Hein. Et la manière dont ils s'y prennent en ce moment. Et donc, nous, il y a tout un chapitre sur le colonialisme et l'impérialisme. Donc, c'est effectivement... Alors, je vais vous parler de 2 auteurs de ce livre qui rappellent que dans le colonialisme, l'indigène est là transitoirement, puis plus du tout. Donc, bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais voilà. C'est Ilan Pappé, par exemple, qui dit ça. Vous avez aussi Moshe Béar qui rappelle qu'Israël est avide de territoire, mais sans les Palestiniens qui y vivent. Hein. Donc, je veux dire, l'intentionnalité du génocide nous paraît malheureusement... Pas que les Palestiniens, d'aeurs. Ils occupent la Syrie aussi. Oui, bien sûr, oui. Et oui, il y a tout le front nord, oui, absolument. Une partie du Liban Sud, oui. Bon, là, j'avais axé sur Gaza, puisqu'en ce moment, c'est plutôt... Donc, le déplacement colonial, sans parler du nettoyage ethnique, constituerait donc des alternatives funèbres, enfin, c'est pas au passé, autant que paradoxal à l'apartheid, puisqu'en fait, ils sont au-delà de l'apartheid, hein. On a aussi des textes dans notre livre d'auteurs antisionistes qui, effectivement, parlent de l'apartheid. Donc, déconstruire à travers les textes proposés le discours mainstream, ça nous a paru d'autant plus important dans le contexte actuel. Et ça nous permet de donner aux gens une possibilité de mieux appréhender le contexte dans lequel les terribles événements actuels génocidaires se déroulent. Les arguments des antisionistes juifs constituant un outil donc pédagogique. Voilà ce que je pourrais dire sur cette... Ouais. Super, merci. Avant qu'on rebondisse, merci. Juste, il y a des gens qui ont remarqué le nouveau logo. Vous avez vu le nouveau logo? Ouais, c'est passionnant. Ouais. Donc il y a le nouveau logo parce qu'en fait il y a la nouvelle identité visuelle qu'on va commencer à vous dévoiler petit à petit. Voilà, on donne pas tout d'un coup, mais là on est en train de refaire le site. Là on met les logos, on met les fonds Twitch. Je sais pas si on peut. Voilà, mettez bien le logo en gros. Voilà, regardez comme il est beau, magnifique. Ouais, ah magnifique. Ouais. Et moi pourtant j'aime pas trop les gars qui l'ont fait, tu vois. Mais franchement. Je sais pas si on peut dire c'est qui. On peut dire. Non, franchement c'est lourd. Donc ceux qui ont fait c'est comme d'habitude. C'est Julien et son frère. C'est Julien et son frère qui ont fait qui ont fait toute l'identité visuelle. Donc voilà. Ça va arriver petit à petit. Est-ce qu'on peut mettre le fond Twitch? Je sais pas si c'est possible. Vous pouvez montrer?
Mais heureusement que j'ai dit de pas faire des zooms sur ma tête. Hein. Mais C'est un truc. parce qu'en fait, t'étais en train de dire un truc ultra sérieux. Et à un moment donné, il y a eu un gros zoom sur la tête. Et c'était chaud parce que ça m'a déconcentré. Ah ouais. J'ai toujours pas vu le dos. Il est là. Ah, regardez. Il est là. Ah oui, regardez, c'est trop beau. Sérieusement, c'est pas chic. Non, non. On n'est pas chic. Vous voyez Il a vos rien. dons, on fait des Franchement. trucs avec vos dons. On rigole pas, nous, ok? Steph, ça te plaît? C'est bien? Pas mal, pas mal. Oui, ça fait découvre, hein, il a pas suivi. Hein. C'est un Ah, bon patron. ouais, mais c'est bien au contraire, parce que ça me permet de. Le patron. J'ai un regard neuf, Ouais. pas mal, franchement. Et le bandeau, les gens remarquent le De bandeau. toute façon, tout ce aussi. que fait Julien et son frère sont absolument excellents. Hein. Voilà. Oh là là là. Les là, frères Quentin. ça Ça, y c'est est. les frères Quentin. Les frères Quentin, C'est les frères T'es Quentin, refait, voilà. t'es refait là. franchement, Voilà, embauchez-les et tout, voilà, c'est le moment. Voilà. C'est le moment promo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les bandeaux, la promo. J'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Alors si, Et si, Ouais. si, que les remercier. gens doivent faire des dons. Voilà, Ah, que et les gens peuvent remercier faire des parce que pendant l'intervention de Béatrice, Oui, il y a eu beaucoup de subs. oui, merci. Et pour vraiment les dons. remercier, on va pas trop justement On le dire parce réagit que pas parce que là, le sujet, il il est- est voilà. mais mais vraiment remercier tout le monde pour le soutien et pour les subs et pour les abonnements et savoir que tout. c'est grâce à vous C'est magnifique. que l'on peut continuer. Ouais, hein. Tout Ouais, à ouais. fait. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la soirée où on vous remercie, vous nous remerciez évidemment. Bah, oui, C'est grâce à vous que tout cela a été possible et Voilà. on espère que cela va continuer. Donc nous, on avance, etc. Et il y avait une question, est-ce qu'il y a une émission après? Oui, après, il y a une émission justement sur le bilan un peu de ces 2 dernières années, sur la fin du studio, parce qu'on perd le studio actuel. Voilà. Donc c'est ça la soirée. Et là, on parle du On livre. déménage. Et, Voilà, et antisionisme, rappelle une peut-être histoire juive. le nom de notre camarade. Béatrice Aurès, oui, il y a Parce que les, les il y a gens les bandeaux demandaient. en fait, des fois, mais des fois ils le mettent pas, du coup les gens demandent. Mais il y a les bandeaux, c'est Béatrice Aurès, membre de l'Union juive française pour la paix, Et coordinatrice donc de ce livre avec, de ce magnifique Avec- livre avec, édité chez Feman Silex. et Siboni. Fermat Voilà. et Siboni, Moi, j'ai une tout à question fait. sur le livre. Oui. Alors, Allez, moi aussi, je vous laisse moi répondre aussi, parce que moi j'ai des questions. Vas-y. mais voilà. Alors, moi, en fait, la question que j'ai envie de te poser, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. C'est vrai, ça aurait été très, très marrant. Très marrant. Je préfère qu'on garde notre distance. Des gens Quand qui même disent un peu pas de ses respect. camarades de Oh, l'UJFP. j'arrête. Mais c'est ça. ouais. En fait, l'impression qu'on a quand on regarde pas les choses vraiment de près, c'est que la parole antisioniste dans les communautés juives nationales à travers le monde, elle est hyper résiduelle, c'est-à-dire qu'elle est minoritaire. Donc la question que j'avais envie de te poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, vu que tu as sans doute une vision plus fine de la chose que nous, à quel point la parole antisioniste dans les communautés juives mondiales, elle est structurée, à quel point elle est coordonnée. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on voit par exemple notamment aux États-Unis, dans les campus universitaires, une parole quand même courageuse des jeunes juifs américains, et à quel point est-ce que c'est quelque chose qui peut être considéré comme... est-ce qu'il y a une forme d'organisation entre vous? Et ça, Il y a- ça change selon les contextes nationaux aussi, j'imagine. Absolument. Alors, il y a des réseaux internationaux, mais bon, on est petit quand même, hein, malheureusement. Il y a l'IJAN, qui est l'International Jewish International Jewish Anti-Zionist Anti-Zionist Network. Il y a un réseau européen, EJJP, European Jewish EJJP, donc qui n'est pas très actif et dynamique, mais qui existe. Et puis on a dans chaque de justice. pays européen des petits groupes, des assos comme nous. C'est quoi déjà JJP? European Jews for a Just Peace. Ah oui, C'est Just ça. Peace, le deuxième J, voilà. Et sinon, c'est aussi école de Jiu-Jitsu, mais ça n'a rien à voir. En Polynésie. Polynésie. C'est bien que les deux marchent. Voilà, bah, on va essayer de les mettre en contact. Et aux États-Unis, il y a JVP, notre association sœur, Jewish Voice for Peace, qui elle a beaucoup plus de résonance, absolument, parce que ils sont beaucoup plus importants que nous. Et en France, comme on dit toujours, le passé colonial français fait que la communauté européenne, la communauté française juive est très sioniste. Donc on est une toute petite, on est très marginaux, malheureusement. Alors je ne pense pas que les faits actuels vont changer grand-chose. Mais c'est le passé que la France a une position particulière à cause du colonialisme. Mais tu as tout à fait raison, Béatrice, c'est exactement cela, c'est le gros poids. Sauf que il fut un temps où justement ce passé colonialiste avait été un petit peu remis en question, contesté en France. Et là, on arrive à épuisement de cette espèce de grand élan tiers-mondiste qui a existé dans les années 60, 70, et qui bien sûr, qui prenait des distances et qui même contestait, critiquait. Et là, on a un retour du refoulé colonial en France. Et donc, c'est logique que ça s'accompagne
avec une adhésion supplémentaire au sionisme. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas un hasard si effectivement l'extrême droite et tous les colonialistes, ce qu'on appelait les égorgeurs de Fatma, hein, pour se moquer d'eux, parce que c'était malheureusement cela. Hein, je pense à Desbron, un auteur formidable qui disait cela. Les égorgeurs de Fatma d'hier et d'aujourd'hui se retrouvent ensemble. Hein, tous les anciens de l'Ouest, tous ceux, etc. Et tu as raison de le dire. Malheureusement, on a aussi ce poids d'une communauté qui a beaucoup de dépit par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. Hein. Voilà, c'est notre analyse. Hein, oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est la même analyse à laquelle on parvient. Malheureusement, ce poids. Et aussi, il y a aussi autre chose, c'est que malheureusement, c'est une communauté malheureusement qui a été travaillée au corps. Et c'est pour ça que, aussi pour répondre à la question que disait notre ami Yazid, que posait notre ami Yazid, le CRIF, par exemple, qui est une organisation en fait très minoritaire. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'effectivement... Il y a pas mal d'associations, mais elles ne sont pas très actives. Elles sont au CRIF, mais... C'est des coquilles vides. C'est des coquilles vides. Je crois que c'était une trentaine de mille. Hein, sur une trentaine de mille par rapport à une communauté juive de plusieurs centaines de milliers de personnes. Hein, donc, on ne peut pas prétendre connaître. Et je crois que beaucoup de Français, de Juifs, alors, soit qui se reconnaissent dans la communauté ou qui ne se reconnaissent pas dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de Français juifs qui ne cherchent pas spécialement. Hein, je crois qu'il y a une usurpation de parole. Absolument. Il y a une parole qui est usurpée. Hein, et je crois que c'est grave parce que quand on vous dit, on l'a vu avec l'histoire de Macron, les manipulations par rapport au Veldiv, par rapport à tout cela. Et moi, je trouve que c'est quelque chose. Alors, c'est ce qui donne c'est ce qui donne aussi, à mon avis, toute la gloire et tout l'honneur de l'UGFP, de Tzedek, etc. C'est qu'ils doivent agir dans un milieu qui est extrêmement. Alors, j'avais juste une question. Oui, excuse-moi, Béatrice, par rapport au bouquin. Comment s'est fait le choix parce qu'il y a énormément de textes. Hein. Tu m'as volé ma question. Pardon. Non, vas-y, c'est bien. Donc, comment désolé. Alors, oui, parce qu'il y a énormément de textes. Oui, alors, absolument. Quelle direction? Parce qu'il y a eu des tas de critiques. Il y a eu plusieurs critiques antisionistes. Hein, donc, plusieurs types, je veux dire, de critiques. Et justement, là, dans l'introduction du livre, il rappelle les différents courants, les 4 courants de l'antisionisme. Voilà. Et après, vous dites qu'il y a l'antisionisme religieux, il y a l'antisionisme. Voilà, il y a plusieurs courants antisionistes. Et vous allez piocher dans plein de textes différents. Voilà, alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a défini les 4 grands courants. Le courant, donc, des juifs religieux. Donc, il y a les orthodoxes et les libéraux, puisque aux États-Unis, c'est plutôt des libéraux. Oui. Il y a le courant des assimilationnistes, Merci, puisque, je veux dire, les Juifs n'étaient pas émancipés depuis si longtemps que ça, hein, à l'époque, au début du XXe siècle. Donc, ils voulaient vivre dans le pays où ils vivaient. Donc, ils étaient assimilationnistes. Vous avez donc les internationalistes, les progressistes, si je prends un groupe général. Et puis, vous avez ce qu'on a appelé, nous, les humanistes et démocrates. C'est ça. Donc, genre Boubert, Arendt, ces gens-là. Voilà. Jules Magnès, justement, de l'université hébraïque du Mont Scopus, voilà, de l'école, voilà. Et donc, par contre, pour le choix des textes, il fallait que ce soit des textes qui parlent de l'antisionisme et pas du sionisme. Donc, d'un point de vue antisioniste, et ça, c'était une difficulté, parce qu'on pouvait... Il y avait des très beaux textes, mais qui n'étaient que des textes sur le sionisme. Là, c'était les gens qui prenaient une position contre le sionisme, pas une position où ils expliquaient ce qu'était le sionisme. Donc ça, c'était un premier point. Et après, on a divisé le livre en 5 chapitres en utilisant les arguments sionistes. Donc le chapitre sionisme et judaïsme, et comment les antisionistes ont répondu aux arguments sionistes. Le sionisme et la question nationale. Le sionisme et l'antisémitisme. Le sionisme, le colonialisme et l'impérialisme. Et le dernier chapitre, parce qu'on voulait essayer d'avoir un peu d'espoir, mais je ne sais pas en ce moment où ça va aller, c'était le sionisme et après. Oui. Et donc, on a choisi les textes en fonction de ces chapitres qu'on avait donc définis. Et alors, il y avait des textes qui pouvaient rentrer dans plusieurs chapitres. Et puis, de toute façon, on ne pouvait pas faire un livre de 600 pages, donc on a bien dû faire des choix. On a pris des gens connus pour montrer qu'il y avait un support vraiment sérieux à l'antisionisme. Et on a pris des gens moins connus. Et on a aussi beaucoup traduit de textes. Puisque, en fait, chez les anglo-saxons, il y a beaucoup d'anthologies de juifs antisionistes. Alors qu'en France, je crois que nous sommes les premiers.
les premières, disons. Oui. Je t'embête, mais est-ce qu'il y a des références aux antisionistes socialistes, un peu comme le Bund, etc. Ah bah oui, bien sûr, Oui, hein. c'est dans les Alors, progressistes. c'est la catégorie des démocrates, c'est ça, hein? Non, c'est la catégorie des progressistes et Ah, internationalistes. pardon, parce que je suis désolé, je suis pris en flagrant délit, je ne l'ai pas lu. Hein. C'est la catégorie antisionisme révolutionnaire marxiste. Voilà, C'est ça. tout à fait. Bon élève. Donc vous avez le Bund, vous avez Trotsky, Oui. vous avez Rosa Luxembourg, vous en avez d'autres, et puis les ligues, les communistes, C'est ça. en Irak, en Égypte, enfin, Oui, bien et sûr. puis dans le Maghreb, Serfati, enfin on a mis comme ça un certain nombre de textes. Oui, pour- de Serfati aussi. Et donc, oui, non, on n'a pas voulu se cantonner à Très, très l'Europe, bien. on a été à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc vous avez compris, hein, Et moi, sur les textes. chers donc, amis, il faut le lire, il faut voilà, l'acheter d'abord. bien sûr, il faut le lire. Pour prolonger sur les textes, moi, j'avais aussi la question. D'ailleurs, juste, Ouais, vas-y. on n'a pas dit à quel était l'éditeur. Ah oui, Si, Sileps. Sileps, Si, j'ai si, dit. Ah, on l'a dit. Ah, si, pardon. si. Oui, Oh, mais on peut le désolé, redire. mais je l'ai pas Qu'est-ce entendu. que Pardon. tu as On peut le fait redire, du Sileps. livre Désolé, Donc, ils sont désolé. très connus, hein, maison d'édition voilà, de gauche. Voilà. Ma question, c'était est-ce que vous-même, vous avez découvert des textes en Absolument. travaillant sur ce... Absolument. Alors, il y a Eyal Sivan, cinéaste, Oui. qui voulait faire ce projet depuis longtemps, mais qui n'avait pas réussi. Et quand on lui a dit que nous, on voulait faire ce projet, il nous a ouvert ses archives. Ah, super. Donc, et donc, lui, il avait beaucoup de textes anglophones, d'auteurs qu'on ne connaissait pas. Hein. Vous avez comme Mark Ellis, qui est un universitaire américain, qui a fait des studies, enfin les études théologiques à l'université. Vous avez d'autres auteurs comme Marcello Swirsky, je ne sais pas si vous le connaissez, Moshe Béar. Donc il y a des tas d'auteurs effectivement que nous-mêmes nous connaissions pas et que je pense que les Français donc ne connaîtront pas. Et on a fait tout un travail de traduction. Alors, on a traduit de l'anglais, de l'allemand, de l'hébreu, de l'arabe et du yiddish. Voilà. Et si tu devrais en choisir un De texte. qui t'a particulièrement Ben moi, le touché, texte de ou- Judith Butler, il m'a... Ouais, franchement... Judith Butler, ça me dit quelque chose. On a eu une petite Au histoire avec cette hasard, dame. au hasard. Qui est cette personne Elle a pas le d'avoir droit- entendu Ouais, ce nom c'est- récemment. Elle n'a pas le droit de parler Ah à oui, Paris. voilà, Voilà. c'est ça. Plusieurs fois, hein, puisque même au centre Pompidou, il y a eu des problèmes pour la faire parler. Ah oui. Hein. Oui, puisqu'elle Alors venait que là, en on n'a France aucun pour une... rapport avec ça, voilà. Pourtant, c'est une intellectuelle remarquable. Je Voilà. cite. Mais quand même, Madame Filippetti. c'est quand même un exploit. Elle a été cancel par les pourfendeurs de la cancel culture. Oui, voilà, absolument. c'est ça. Donc On ne c'est sait pas de quel côté est la cancel culture. Hein. voilà. Donc, oui. Et attends, donc je tu parles sais de plus. quoi ce texte de Ah Judith oui, Butler Ah oui, alors le texte de Judith Pour résumer, Butler, pour ceux qui... voilà. elle parle de la Merde. dissolution du sionisme. Mhm. Bon, bah, c'est ce que disent beaucoup d'entre eux. Je veux dire, c'est le régime sioniste qui doit être dissous pour donner lieu à un nouveau régime, un vrai régime démocratique, qui serait un régime de tous ses citoyens, avec l'égalité de tous ses citoyens. Il y a plusieurs textes d'antisionistes qui développent cette idée. Et donc, elle parle de post-sionisme, mais elle le définit comme dissolution du Ah oui, c'est sionisme. ça, oui, parce que Voilà. le sionisme Ouais, c'est pas n'est mal. Non, il y a pas, plusieurs n'est pas défi- très bien, oui. Voilà, N'est mais pas très elle- bien défini en général. Voilà, et- elle donne une définition précise. Sa définition, c'est la dissolution du sionisme. Donc ça me paraît... Il me semble que c'est un peu ce que disait Uri Avneri, non il parlait de désioniser, Oui, désionisation. La désionisation, absolument. Il y avait ce terme aussi. Ouais. Mais bon, le terme de dissolution... Ouais, c'est vrai. Et bon, c'est important de dire que changer de régime, comme nous en France, on est passé de la monarchie à la République, changer de régime, ça n'est pas mettre le peuple à la mer ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est changer de régime. C'est proposer une autre manière de gouverner ensemble C'est ou ce- d'être gouverné Voilà, ensemble. c'est ce que disait aussi un député palestinien de 48, Azmi Bishara, Oui, qui, absolument. qui disait que évidemment l'État d'Israël doit devenir l'État de tous ses citoyens et voilà. Bon, il est en fuite maintenant, il est en fuite au Qatar, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il disait tant qu'il était encore en Palestine occupée. Alors, je vais ajouter une question. Je pense que ce sera peut-être la dernière parce qu'après, je crois qu'on va passer à la suite. On verra. Enfin, Oui. ça dépend. On verra. Donc, je dis que vous prenez un peu le contre-pied de la doxa qui veut que le sionisme, c'est un projet juif pour les juifs. Voilà.
un projet d'autodétermination pour les juifs. On a même récemment entendu un projet décolonial pour les juifs. Vous, à l'inverse, vous dites l'antisionisme est d'abord une histoire juive. Absolument. Voilà. C'est sûr. Pourquoi les juifs, vous le dites, étaient, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étaient antisionistes, en fait, majoritairement. Absolument. Donc, les courants antisionistes, donc on en a parlé tout à l'heure. Le monde juif d'avant-guerre était donc religieux. Et donc, pour lui, le sionisme, c'était une aberration, puisque c'est Dieu qui doit ramener le... Si c'est pas symbolique uniquement, ce qu'on pourrait aussi supposer, que c'est symbolique, le retour, c'est pas réel, forcément. C'est Dieu qui s'en occupe, c'est pas les hommes qui doivent le faire. Donc les orthodoxes étaient très... Donc, Quand tu parles du retour du Messie. Oui, le retour du Messie. Et donc la plateforme de Pittsburgh aux États-Unis, c'est 1885. C'est le premier texte que nous mettons. C'est bien avant le sionisme de Herzl. C'est intéressant, ça. Oui. Oui, parce que la question s'est posée... avant, puisqu'il y avait déjà, il y a eu des faux messies, il y avait déjà des projets de entre guillemets retour plus ou moins. Et donc les assimilationnistes, comme je vous disais tout à l'heure, ils voulaient vivre où ils vivaient. Comme Montaigu, justement, le Britannique. Comme les Britanniques. Et donc pour eux, le sionisme était une aberration. Et donc c'est pas une expression naturelle du judaïsme, le sionisme. Il faut bien dire que c'est pas naturel. C'est en fait par rapport au vrai judaïsme, on va pas le définir parce que ce serait trop long. C'est une rupture. C'est pas l'antisionisme qui est une rupture, c'est le sionisme qui est une rupture par rapport au judaïsme. Alors je vais me faire un petit peu parce que je repense à j'ai ma réponse, mais j'aime bien la poser. Je me souviens de Monsieur Hollande, ex-président de la République française. Ouais. Qui, comme d'habitude, qui a dit beaucoup de bêtises dans sa vie, mais il y en a une grosse aussi qui l'avait dit. Et pour justifier, à l'époque de Valls, là où ils étaient complètement remontés contre les manifs Palestine en 2014, là, oui, en 2014. Et il avait dit, et c'est une phrase qui est souvent reprise d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ta réponse, mais il disait, pour justifier justement le sionisme, il disait, mais les Juifs dans leurs prières disent toujours l'an prochain à Jérusalem, etc. Oui, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est symbolique. Je veux dire, ça n'a pas un sens de réalité. Oui, t'en as déjà parlé, oui. Je crois que, effectivement, par exemple, les Nature Carta, il y a des antisionistes israéliens qui disent l'an prochain à Jérusalem, même s'ils y habitent. Ça n'a pas de sens concret. Et même s'ils sont très antisionistes en plus. Et ils sont très antisionistes en plus. Donc, c'est une vision symbolique. Absolument. C'est un texte religieux, c'est pas un texte à prendre à la lettre. C'est comme tous les textes religieux, ça s'interprète. Donc, pas dans un sens d'État, avec un patriotisme étatique, de nation, comment d'un État-nation, etc. Ça, c'est une notion complètement moderne. Et donc, on plaque une notion moderne sur en fait une vision religieuse, etc. Donc c'est complètement aberrant, c'est un anachronisme total. Tout à fait aberrant. Et donc ce qui est commun à l'ensemble des groupes dont on a parlé, les orthodoxes, les humanistes, etc., c'est le fait qu'ils sont contre cette notion de nation, justement. C'est contre cette notion de nation et les relations avec les indigènes et faire vivre ils veulent vivre avec les indigènes, c'était la grosse question, la question soi-disant juive qui est devenue la question palestinienne pour ceux qui sont allés là-bas en Palestine avant 48. Et puis il y a aussi la question de rester dans le pays où on habite. C'est les trois éléments principaux qui traversent l'ensemble des courants dont on a parlé là. Et alors, dis-moi, pour en venir au livre, ça n'avait pas été fait donc dans le passé. Non. Ouais, alors ça, c'est intéressant, pas, c'est assez inédit. C'est inédit, c'est la première anthologie. On l'a appelée texte choisi parce qu'on n'a pas voulu être trop pompeuse, mais c'est une sorte d'anthologie. Et on a donc, c'est la première fois qu'elle existe en français. Donc pour les lecteurs francophones, c'est un travail. Ça a dû. Moi, j'ai une question en fait toute bête en fait, c'est parce que là il y a les événements se sont percutés d'une manière quand même assez troublante, je veux dire. Oui. C'est-à-dire que ce livre soit prévu pour le 13 décembre et qu'il y ait l'attaque du 7 octobre. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, quoi? Nous, ça a été à la fois on s'est dit
on va avoir un élément pour montrer qu'il existe autre chose que les discours sionistes dominants et qui déshumanisent. Mais en même temps, on était terrifiés. Hein. C'était voilà. On ne vous a pas accusé d'être complice de Hamas, non, et Pas d'avoir coordonné la sortie de votre livre avec l'attaque. Il aurait dû sortir en septembre. Oui. Mais bon, les retards de l'édition. Bon, c'est quand même louche à mon avis, quand même. Hein. Ouais, tu crois que c'est louche? Et j'avais une autre petite question, justement, enfin qui est corollaire, si je puis dire. Il y avait un événement, donc on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, donc. Un rassemblement qui devait avoir lieu le 6 décembre contre l'antisémitisme et pour une paix révolutionnaire en Palestine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc avec la présence de Judith Butler, un message vidéo de Angela Davis et la présence donc des collectifs, notamment UJFP, CEDEC, Parole d'honneur, Révolution permanente et NPA. Et donc comment dirais-je, événement a été scandaleusement annulé par la ville de Paris. La mairie de Paris, voilà, la mairie de Paris. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est ta... on a été scandalisés, on a fait un petit communiqué où on a fait un titre ironique où on disait alors la mairie de Paris, vu qu'elle elle est antisémite et elle promeut la paix alors, puisqu'à la fois elle interdit un débat sur l'antisémitisme qui est quand même bon. Que même les gouvernants français instrumentalisent de manière absolument innommable en ce moment, ignomineuse. Et d'autre part, j'ai oublié, et d'autre part, en interdisant ce genre d'événement, c'est être pompier pyromane comme on le dit à tout bout de champ actuellement, mais c'est vraiment la formule. Et ils empêchent qu'un mouvement pour la paix et le cessez-le-feu puisse s'exprimer. C'est vouloir aussi imposer une certaine lecture de l'histoire. De l'histoire, absolument. C'est le révisionnisme et la cancel culture en plein. Et toujours laisser ce brouillage-là qui fait croire que Israël c'est l'État des Juifs, qu'il défend les Juifs, etc. Et que le sionisme est forcément quelque chose de bien pour les Juifs et qui défend les Juifs. Voilà. Non, au contraire, c'est un danger pour les Juifs en France et dans le monde entier, le sionisme, hein, puisqu'il fait l'amalgame israélien-juif, ce qui n'existe pas. Il fait l'amalgame donc antisionisme, antisémitisme. Et instrumentalise le monde musulman français, qui est une des plus grosses communautés européennes avec la communauté juive en France, en les considérant comme les nouveaux antisémites, alors que on le voit bien par tous les actes qui existent à l'heure actuelle en ce moment. C'est l'extrême droite qui se déchaîne, cachée derrière le discours anti-musulman français et qui instrumentalise donc l'antisémitisme. C'est une façon de se servir d'une communauté contre une autre, absolument. De le diviser, absolument. Et ça c'est absolument hallucinant, avec les fascistes qui comptent les points, qui ont le popcorn, comme on dit, et qui comptent les points, et c'est ça qui est absolument abject. On se sert d'une communauté où il y a effectivement des problèmes, il y a un sentiment d'insécurité, j'en doute pas, chez beaucoup de juifs, mais peut-être on apporte un peu moins que chez les musulmans en ce moment, oui, hein. mais surtout le narratif qu'on donne, enfin il n'y a pas d'explication, comme s'il y avait une sorte d'antisémitisme et qui serait foncier, qui serait fondamental, qui serait celui des musulmans et qui les mettrait en danger. Et ça c'est extrêmement grave parce qu'on a vu Monsieur Darmanin faire ça l'autre jour lorsqu'il y a eu l'affaire des croix, des étoiles de David sur les murs là. On sait qu'il savait depuis le vendredi que c'était pas des actes antisémites. Le lundi il disait que c'était on pensait que c'était peut-être des musulmans. Alors ce genre de choses qui est absolument indigne d'un gouvernement, ça aurait exigé dans n'importe quelle vraie démocratie, ou même démocratie même pas vraie, simplement relative, ça aurait entraîné la démission de M. Darmanin. Absolument. Parce que se servir d'une communauté nationale contre une autre comme cela, c'est quelque chose d'absolument abject. Et donc nous, le travail qu'on fait avec donc le mouvement de solidarité avec la Palestine, on dit chapeau aux musulmans qui ne sont pas violents, qui essayent d'avoir un discours raisonné et raisonnable dans la situation actuelle, alors que franchement... il y aurait de quoi. Il y aurait de quoi. Tout est fait pour que tout le monde pète un câble. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, et juste en profiter aussi pour rappeler que dimanche 17 décembre, il y a un nouveau rassemblement
je pense à République, si Pour je la me Palestine, trompe tu veux pas, dire pour la Palestine, voilà, pour le cessez-le-feu immédiat. Et que voilà, j'espère que je pense qu'on se verra là-bas et voilà, continuer à participer à tous les événements, à tous les rassemblements qui réclament cette paix et voilà, qu'elle arrive rapidement. Donc merci. J'ai une dernière question par rapport au livre, enfin par rapport au sionisme en fait. En 1975, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution qui actait le fait que le sionisme était une discrimination raciale. Voilà, était raciste. Donc en 1975, il y en a eu deux en fait, excuse-moi. Mais du coup, ça indique quand même qu'une bonne partie de la communauté internationale, à l'époque, était quand même très sensibilisée sur la nature même du sionisme. Du coup, il semble quand même 40 ou 50 ans plus tard qu'on a quand même pas mal reculé. Alors maintenant, les choses changent à la faveur de ce qui est en train de se passer à Gaza. Pas vraiment. En tout cas, je parle pas forcément des pays occidentaux. Je parle au niveau du Sud, au sens large, et des opinions publiques dans les pays, dans les pays du Nord. Comment vous expliquez que le sionisme soit devenu à ce point normal depuis les années 70 ? C'est les relations, c'est la tête de pont de l'Occident au Moyen-Orient et au Proche-Orient, avec les difficultés entre guillemets que les Occidentaux considèrent avoir avec les pays arabes, et donc avoir une tête de pont là-bas qui soit pour eux des Occidentaux comme eux, entre guillemets, pour eux c'est important. Ça l'était déjà en 48. Oui, mais avec une nuance, peut-être, si je peux me permettre. Oui. Non, mais je t'en prie, Béatrice, après. Avec des nuances, oui, mais je veux dire, en 48, il y avait aussi la culpabilité, c'était un peu plus compliqué, mais avec le temps et la manière dont Israël s'est développé, cette espèce de start-up nation aussi, qui a proposé l'armement, enfin bon, il y a tout le côté économique aussi qui rentre en ligne de compte, je pense. Et il y a un des auteurs, je voudrais finir là-dessus, Marcello Swirsky, qui dans un livre dit que en fait l'État d'Israël a été si vite stabilisé et stable parce qu'ils avaient volé les terres, ils avaient volé les habitations et pouvaient donc avoir un pays clé en main. Et que donc ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Ils héritent d'un pays clé en main, avec ses gares, avec ses écoles, avec ses administrations. Ils n'avaient rien à faire. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est un pays qui a été stable tout de suite et que donc l'Occident avait intérêt à comment dire, merci, Greyfaust. À protéger, promouvoir pour ses propres intérêts. Oui, et c'est tout à fait cela. Avec juste une nuance, c'est que depuis 1975, malheureusement, il y a eu un recul terrible de tout le tiers-mondisme. Il y a eu une offensive générale de l'impérialisme qui est vraiment passée à l'offensive avec la fin de l'URSS, avec beaucoup de choses malgré tout. Et c'est ça, c'est-à-dire que cette résolution à laquelle tu fais référence a été abrogée en 1991 pour l'ouverture de la conférence de Madrid. C'était une des conditions posées par l'impérialisme, par les États-Unis et par Bush père, pour que cette conférence de Madrid puisse s'ouvrir. Il fallait absolument que les pays arabes soient d'accord. Et c'est le seul cas au monde d'une résolution de l'ONU qui a été abrogée par l'ONU. Et en fait, il y en avait deux. Il y en avait une qui dénonçait le sionisme comme étant une forme de racisme et de discrimination, et une autre qui dénonçait l'alliance criminelle entre Israël et l'Afrique du Sud. En fait, et ça allait ensemble parce que à l'époque, c'était l'époque où on luttait contre ces deux formes d'apartheid, etc. Et c'est parce qu'on a un recul. Je veux dire, on a reculé terriblement. Les forces progressistes ont terriblement reculé depuis cette époque. L'impérialisme est à l'offensive, et donc dès l'instant où l'impérialisme est à l'offensive, et c'est ce qui explique aussi en France, eh bien forcément les idéologies racistes réactionnaires reviennent en force, et c'est pour ça que finalement on a normalisé cette idéologie raciste. Absolument. Comme État colonial, et comme tous les autres États occidentaux qui ont été des États coloniaux, pour eux c'est un concept qui a aucun problème. Et donc voilà pourquoi ils défendent aussi un État colonial, peut-être le dernier. Mais oui, voilà. Ça, c'est les sortes coloniales aussi qui expliquent ça. Oui. Les amis, je vais casser l'ambiance. Mais on est obligé de conclure parce qu'il est 19h42 et qu'on a encore plein d'autres choses à aborder. Donc merci beaucoup Béatrice Orès. Donc on rappelle le livre Antisionisme, une histoire juive édité chez Sileps. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, donc franchement foncez. Voilà. On continue. Donc, merci à vous. Merci à beaucoup. Bientôt. Merci, à bientôt. Et on vous soutient. On vous soutient. Et tu reviens quand tu veux. On vous soutient. Nous aussi on vous soutient. Vous nous soutenez. Merci à tous les camarades. Et tu reviens quand tu veux. Voilà.
Donc là, on va accueillir les camarades. On change de camarades. Là, on passe sur les camarades de hors-série. Est-ce que vous pouvez aller chercher les camarades de hors-série, s'il vous plaît? Magnifique, voilà. Magnifique. Installez-vous confortablement. Donc aujourd'hui, on accueille Judith Bernard, que vous connaissez très bien. Est-ce que le micro marche bien pour toi, Judith? Micro. Comment vas-tu? Camarades, on est passé de l'UGFP à hors-série, hein, c'est la même famille. Oui, bah c'est Mais moi vrai. je dis que c'est du lourd quand même. C'est du lourd, bien. c'est du lourd. quand PDH, même, il y a du lourd. Il y a qui du vient lourd, avec hein. PDH. Ouais, Il marche le micro? Je crois, vous me dites en régie Je crois si que ça marche. c'est bon le micro? Ok, Ouais. ça a l'air d'être bon. Super. Donc aujourd'hui, on t'accueille pour que tu puisses un peu faire la pub, la promotion du site hors série, parce que vous lancez une campagne de dons. Voilà, donc je crois que c'est la première fois que vous lancez une campagne de dons. Absolument, ouais. Je rappelle que hors série, c'est un site d'entretien filmé. Moi, j'aime bien ce que vous dites quand vous dites avec de la critique dedans. J'aime De bien la parce vraie que critique. voilà, La vraie j'aime critique bien dedans. parce On que précise de la vraie critique. pour Ouais. ceux qui connaissent hors série, c'est vrai que les entretiens, il y a un côté un peu précieux quand tu cliques dessus. C'est pas sur YouTube, c'est que sur le site et tout. Et Ouais. vraiment, les entretiens sont vraiment bien travaillés, etc. Je pense qu'on peut le dire, on peut le saluer. Donc voilà. Il y a des gens de chez nous qui vont. Il y a des gens de chez nous qui vont chez la concurrence. Ouais. Ah, mais c'est pas la concurrence, on est dans un rapport de complémentarité, Ah, alliance Bien et sûr. solidarité. Bien sûr. Hors série, alors ouais, il y a peut-être un petit côté un peu classieux. C'est vrai qu'on Mhm. va pas sur YouTube ou le moins possible. On met quelques extraits, mais c'est vrai qu'on essaie de créer un espace alternatif qu'on a créé en 2014 pour faire effectivement des entretiens filmés. Et dès 2016, on a reçu Ouria Boutelja. C'est ce que en- j'allais dire, oui. Voilà, pour les Blancs, les Juifs et nous, voilà, à l'époque, je la connaissais pas du tout, bien sûr. Hein, on n'avait aucun contact d'aucune sorte, mais comme nous, on fait l'effort de lire les livres et de les travailler vraiment. Bah, quand on a lu ce texte-là, il nous semblait un texte hyper important. Donc, on a accueilli Ouria pour une émission qui a été, pour nous, un vrai coup de foudre intellectuel et politique. Et à partir de là, c'est noué quelque chose comme une alliance entre le mouvement décolonial et nous, cet endroit hors série où on est un endroit qu'on peut qualifier de gauche radicale. Hein, quand on dit des entretiens avec de la vraie critique dedans, bon, bah, c'est en gros une parole hétérodoxe qui est antiraciste, anti-impérialiste. Hétérodoxe, tu sais, la doxa, Moi, c'est pas l'op. comprendre, ouais. Moi, pas comprendre. Alors, je Par t'explique ça. opposition à orthodoxe. Alors, tu as la doxa, l'opinion dominante, D'accord. hein, qui règne. En gros, c'est les opinions de la bourgeoisie hein, C'est qui news. sont censées, par Pour exemple. moi, c'est CNews. Bah oui, c'est Voilà. ça. Alors ça, on appelle ça la doxa. Hein. Ça veut dire c'est l'opinion de la D'accord. bourgeoisie, l'opinion des dominants qui domine partout et qui arrive à coloniser bâtards. les imaginaires même des Bâtards. dominés. Et hétérodoxe, c'est quand tu développes une pensée alternative, un discours alternatif qui est critique vis-à-vis c'est des bon. opinions Je dominantes. l'aime, alors, je Mais te après, promets tu as que je savais plusieurs pas que manières c'était d'être ça. hétérodoxe. Nous, on est hétérodoxe par le bord gauche, vraiment à un endroit, donc je disais, antiraciste, anti-impérialiste, écologiste, marxisant, globalement. Hein, on se retrouve dans ce type de filiation. Et en fait, l'alliance, ou en tout cas, d'abord une sorte de sympathie intellectuelle, et puis c'est devenu même une sorte d'alliance avec la pensée décoloniale. Ouria, ensuite, on l'a reçue à nouveau quand elle a sorti Beauf et Barbare. Bon, mais là, elle était moins la sorcière, donc c'était sans doute plus facile. Et puis, on a même trouvé que la promesse d'amour révolutionnaire qu'elle proposait dans son bouquin, enfin en sous-titre de Les Blancs, les Juifs et nous, ça pouvait commencer à se réaliser, par exemple, en travaillant ensemble. Nous, on a embauché Louisa Yousfi, qui fait partie du PIR au départ, et puis évidemment du mouvement décolonial encore aujourd'hui. Louisa, elle bosse avec nous, elle travaille à Louisa Fourtier, hors-série. on a une très très grosse pensée. Ouais, beaucoup Voilà. d'affection Grosse et de pensée pour tendresse Louisa, ouais. dans des moments de grande émotion. Voilà, donc c'est pour dire que nous, l'amour révolutionnaire, en quelque sorte, on essaie de le pratiquer, de le mettre en œuvre. On travaille ensemble, on frotte nos intelligences politiques, voilà, on se côtoie étroitement et on essaie d'avancer ensemble et de se serrer les coudes dans les moments difficiles. Alors, moments difficiles, ouais, pour hors-série, hein, parce que comme beaucoup de médias indépendants, en 2022, on a perdu plein d'abonnés. Comme beaucoup de médias indépendants, c'est pas pour rien que tout le monde fait des collectes en ce moment. Vous devez sans doute voir passer Ouais. sur les réseaux sociaux, et bidules, les machins et choses. On passe tous à la queue leu les uns derrière les autres. C'est un peu tristoun. En fait, il y a eu vraiment un moment 2022 lié à l'inflation, Ouais. lié aussi à peut-être une sorte de dispersion du paysage médiatique indépendant. Hein. Il y a une Attendez, les amis, on a un raid d'Antoine Léaumont? Non. Ah bon? Antoine et Léaumont, Je sais pas si c'est Antoine. vrai ou pas? Un raid, c'est-à-dire il nous envoie son Ouais. audience, c'est ça?
Ah, bah. c'est rigolo, bienvenue. Welcome. Installez-vous confortablement. Ça- Là, on est avec Judith Bernard de Hors Série et après, on parlera de la Palestine. Voilà, vous êtes sur Parole d'honneur. Alors, donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, Oui, donc tu disais qu'il y avait en des effets 2022, financiers voilà, inversés. inflation Voilà. plus atomisation du paysage médiatique indépendant, on se retrouve à être un peu en difficulté. Et nous, on a reculé devant l'idée de faire une collecte parce que le côté les médias qui font la quête, alors que nous, on est un média sur abonnement, on n'est pas cher, on est 3 € par mois, mais on avait posé comme principe que voilà, on paye à l'entrée, mais jamais ensuite on vient derrière faire la quête. On considérait que ça suffit, quoi. On a un petit modèle économique En même modeste, temps, vous n'avez robuste. pas les ressources de la monétisation. Et sur non, YouTube, tout ça. justement, Ah, comme on c'est ça, refuse oui. de rentrer dans Ah la oui, grande machine ah oui. capitaliste, on monétise pas sur YouTube et tout. Du coup, il y a des moments où ça devient vraiment plus compliqué. Et là, en plus, on a des projets à hors série. Ça fait longtemps qu'on en rêve. On voudrait développer, en plus de nos émissions qu'on met en ligne chaque semaine, on veut développer toute une partie écrite, en fait, Écrite, avec c'est des ça, articles, pour c'est pouvoir intervenir de manière plus rapide dans le débat public, intervenir politiquement à partir du lieu politique qu'on incarne, hein, donc de cette gauche d'avoir une radicale, réactivité, décoloniale. d'avoir Voilà, une plus rapide, réactivité, parce que nous, en fait, on est quand même un petit peu collé sur l'agenda des maisons d'édition, puisque nous, notre objet principal, c'est le livre. Donc, évidemment, on programme les émissions en fonction des sorties des bouquins. On bosse beaucoup les bouquins, ça prend du temps. Mais donc, en gros, entre le moment où on a une idée d'émission et le moment où elle sort, il se passe 3 à 4 semaines. Et du pas coup, collé on là-dessus. livre de la qualité. On est Bah, content, voilà. on est vachement fiers et on sûr. continuera ça. Mais quand il y a des moments Tu penses où... qu'il y a une déperdition d'intérêt au moment où ça sort, tu veux dire? Non, c'est pas ça. Non. C'est que là, par exemple, quand Ça tout à répond coup à il se quelque passe chose ce qui s'est passé, Ouais. tu vois, à partir du 7 octobre, quand tout à coup la planète entière bascule focaliser dans une sur- sorte ouais. d'hyper-intensité, il se passe quelque chose et on Salam a Adèle. besoin d'y réfléchir ensemble. Nous, à hors série, on est à la traîne derrière. Parce qu'il faut aller programmer une émission avec des auteurs et avoir la disponibilité du studio et du bouquin et de l'auteur et de l'intervieweur et tout. Donc nous, on peut faire un truc, mais c'est dans 5 semaines. Mais en fait, là, c'est pas dans 5 semaines qu'on a besoin d'y réfléchir ensemble. Donc là, le rythme de l'écrit, ou pour écrire un papier d'intervention, en 48 heures, ton truc, il est bien travaillé, il est relu, il est publié. Ça nous permet d'avoir un rythme d'intervention dans le débat quand même plus resserré. Et puis, ça va nous permettre, cet espace de l'écrit, de publier aussi des traductions d'articles qui paraissent dans le domaine anglo-saxon, où là, il y a une vie des idées qui est, je vais pas dire en avance sur nous, mais en tout cas, il y a des effets d'avant-garde parfois dans le domaine anglo-saxon. On aurait tout intérêt à se mettre au diapason de cette pensée-là. On veut aussi ouvrir un espace pour la critique au sens critique cinéma, critique musique, c'est-à-dire tout un domaine. Voilà, parce que les critiques aujourd'hui qui ont une vraie exigence de leurs gestes critiques n'ont quasiment plus d'espace dans les médias dominants. Aujourd'hui, la critique, ça consiste à faire la promo standardisée des gros machins. Et en fait, pour avoir une vraie pensée, un vrai discours, une vraie réflexion, la mise en perspective d'un film dans une histoire, dans un mouvement, ça se fait plus nulle part. Nous, on a envie de redonner un petit peu de souffle à ce type d'écriture, ce type de pensée, parce que nous, on considère que l'expression artistique, elle fait partie du champ politique, en fait. Il y a une manière de penser les œuvres et de comprendre les œuvres à partir de nos interrogations et de nos préoccupations politiques. On le voit d'ailleurs avec j'allais dire, le traitement honteux que subit la Belle Étoile. Ouais. À Saint-Denis, justement. Ah oui, bien sûr. On voit que des lieux culturels, justement, qui on va dire, qui incarnent une certaine manière de vivre ou de penser, sont actuellement persécutés. Enfin, persécutés peut-être pas, mais en tout cas mis en difficulté. Ouais, la compagnie n'est pas renouvelée, qui occupait donc le théâtre de la Belle Étoile depuis 20 ans ou plus, n'est pas renouvelée. Voilà, et c'est une autre équipe qui arrive, l'équipe qui était au déchargeur, qui s'est fait virer et qui se retrouve à occuper la Belle Étoile. Alors c'est un peu le jeu des chaises musicales et ça se fait au détriment de la compagnie Joli Môme qui effectivement portait un théâtre politique, même pour le coup un théâtre directement militant. Mais moi, quand je parlais de la manière politique de comprendre les œuvres, c'est pas forcément des œuvres militantes, tu vois. T'as des films que tu reçois pas forcément comme un discours politique, mais en réalité, tu peux porter un regard politique sur ce que l'œuvre bouge dans la représentation du monde. Donc c'est plus large que juste parler des œuvres militantes. C'est vraiment parler de gestes artistiques comme faisant partie du champ de la pensée et de la politique auquel on essaie, nous, de participer activement à hors série. Voilà.
Et donc, oui, on fait une collecte sur Ulule, parce que Ulule, c'est l'endroit où on avait fait la toute première collecte pour réunir les fonds pour commencer à exister en 2014. À l'époque, on avait lancé un objectif à 60 000 € et on avait explosé l'objectif. On avait recueilli 76 000 €. C'était un record pour un média, pour une collecte comme ça, pour un média. Et donc là, on fait à nouveau une collecte avec cette fois-ci un objectif à 40 000 €. Et aujourd'hui, on en est à 43%, 17 500 € déjà recueillis. Voilà. Jours de campagne. Là, ça fait une dizaine de jours qu'on est est lancé et on continue encore jusqu'au 15 janvier. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir. Ça se passe sur Ulule pour Ulule. Ah, merci de mettre le lien. Ouais, le lien. Parfait. Il y a la campagne, mais c'est important aussi de dire aux gens qu'au-delà de la campagne, il y a aussi le fait de s'abonner. Oui, mais alors la campagne implique. En fait, parmi les contreparties de la campagne, la contrepartie la plus évidente, c'est tout simplement de souscrire un abonnement. Donc hors série, c'est 30 € par an. Tout à fait. Pour avoir accès évidemment à la totalité des émissions qu'on est en train de construire, mais ça permet d'avoir accès à toutes les émissions qu'on a déjà en ligne. Il y a plus de 500 émissions accessibles sur le site hors série, dont évidemment les émissions avec Ouria Boutelja, les émissions présentées par Louisa, et puis toutes les autres. Et voilà, c'est que des perles. On est assez fiers de notre Tariq aussi. de notre trésor. Et Tariq aussi. Statis anime. Bien sûr, Statis présente régulièrement des émissions. Statis Kouvelakis. Présente des émissions chez nous. On est une chouette maison, camarade de la vôtre. Et ça me fait plaisir, même si j'apprends que c'est la dernière ici dans ce studio, ça me fait plaisir de revenir dans ce studio où je suis venue aussi au tout début. La première, ouais, c'est bien possible. Une des toutes premières, en tout cas. C'est terrible, je fais la première, je fais la dernière. Oh là là, c'est à cause de moi. Bah non, t'es la marraine. Mais tu viendras pour la première du nouveau studio. Au Stade de France. Ah, au Stade de France. Ah ouais. Ok. On a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette campagne. Si tu veux ajouter quelque chose, peut-être. Attends, je pose la question à mon copilote. Raphaël, est-ce que tu veux qu'on ajoute des choses? Là, peut-être votre prochaine émission, peut-être la promo. L'émission quoi? Ah oui, j'ai pas parlé Ah oui, on a sur hors-série une émission consacrée à la musique qui s'appelle Diagonale Sonore et une émission consacrée au cinéma qui s'appelle Dans le film. Autant dire qu'en fait, cette dimension de critique d'art pour interroger de manière politique ou esthétique les œuvres, en fait, on fait ça depuis le début. Oui. Depuis 2014, on fait ça sous la forme d'émissions qui sont des émissions magnifiques. Vraiment magnifique. Il n'y en a pas une que je regarde sans pleurer d'émotion et de saisissement esthétique tellement je trouve ça beau. Là, c'est pas moi qui les fais ces émissions-là. Si vous vous abonnez pas après ça, franchement. Non, c'est vraiment un bel endroit, quoi. Oui. Non, nous on recommande tous. Je pense que la particularité par rapport à d'autres environnements alternatifs, c'est le travail. On sent qu'il y a un gros travail en fait en amont de l'émission. Ouais. De préparation. Je parle surtout pour les bouquins parce que je regarde beaucoup les émissions qui ont trait au livre. Ouais. Et on sent qu'il y a un gros boulot qui est fait sur déjà le livre, de le lire, de rentrer dans le détail, de questionner l'auteur, de le faire rentrer peut-être dans des moments où il n'est pas dans sa zone de confort. C'est pas juste être sparring partner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une approche un peu dialectique de l'entretien. C'est-à-dire que, évidemment, on fait l'effort de lire réellement le livre de la première page à la dernière page. Ce qui ne va pas de soi. Non, ça va pas de soi. Par exemple, à France Culture, pardon. Non, t'inquiète pas, Samir. Alors, c'est extrêmement... Tout ça est très chaste. Je parlais de France Culture. C'est une émission... J'ai senti que ça t'a agressé. Pardon. Je parlais de France Culture, où c'est censé être le média de service public consacré au monde de la culture et du livre. Et en fait, quand ils font un livre par jour, c'est évident que les présentateurs, ils lisent pas un livre par jour. C'est pas possible. Et donc, nous, on le lit, on le travaille, on prépare un entretien que moi, j'appelle dialectique, c'est-à-dire non seulement on va amener l'auteur à développer le propos qui existe déjà dans son livre, mais en plus, on va essayer de le déplacer à mesure qu'on avance dans l'entretien pour l'amener éventuellement dans des angles morts ou un dépassement de ce qu'il propose, en fait, pour le faire penser en direct. Parce que souvent, les auteurs, autrices, quand ils arrivent dans les médias, ils ont une petite récitation promotionnelle standardisée. Exactement. Et de média en média, ils vont redire pareil, ils vont dérouler toujours le machin, et les journalistes posent toujours les mêmes questions, et ça déroule. Alors que quand tu commences à prendre un auteur ou une autrice un petit peu à contre-pied dans un endroit où, tiens, il n'avait pas prévu cette contradiction-là, à la fois ça le met en fragilité, mais en réalité ça le met en mouvement, ça le rend vivant. Tout à coup il se met à penser en direct, et là la conversation devient magnifique. Et c'est ça précisément qu'on appelle de la vraie critique.
Effectivement, et puis en plus, on n'est pas au masque et la plume. Hein. Ça veut dire que c'est quand même audible par tous. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans les hauteurs inaccessibles et pour hyper spécialistes. Et vraiment, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ça la vraie critique, justement, qui permet à l'auteur de rebondir et d'explorer peut-être des voies qu'il ne voyait pas au départ. Il y a une question dans le chat, une question très factuelle de Nadia, que je salue d'ailleurs. Et elle demandait, parce qu'elle voulait offrir des abonnements. Est-ce qu'elle passe par Ulule ou est-ce qu'elle passe par les deux sont possibles. En ce moment, c'est bien de passer par Ulule parce que comme ça, tu nous permets de grimper et d'atteindre l'objectif. On rappelle que sur Ulule, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si on n'atteint pas l'objectif, on perçoit aucun des dons qui ont été faits. Et donc sur Ulule, au moment où tu fais ton don, tu choisis la formule 30 € un abonnement. Et au moment de rentrer l'adresse mail, au lieu de rentrer la tienne, tu mets l'adresse mail de la personne à qui tu souhaites offrir l'abonnement. De toutes les personnes, tu refais ça 10 fois, 15 fois avec tous les gens à qui tu veux offrir des abonnements. Nadia, elle est blindée. Et en plus, je l'ai vu une fois, elle avait des grosses bagues en or. Elle a de l'oseille, Et puis c'est Noël, Nadia. Et puis c'est Noël. Elle a réussi dans les cryptos. Voilà, elle aussi. Voilà. Juste une question, Judith, parce que j'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas votre métier à la base. Alors oui, effectivement, on est tous un peu multicasquettes, on a plusieurs activités, alors qui sont à la fois, en fait, qui sont hyper complémentaires les unes avec les autres. Moi, je suis aussi enseignante à temps partiel, j'enseigne l'analyse média, le décryptage des reportages en BTS audiovisuel dans le 93, donc c'est un métier qui a du sens politiquement, intellectuellement. Et puis, je dirige une compagnie de théâtre où aussi, dans mes spectacles, je remets en mouvement des choses, en fait, que je travaille dans mes entretiens. Enfin, on a plusieurs activités, mais en réalité, c'est toujours un peu des activités qui consistent à transmettre des outils critiques sous toutes leurs formes. Et donc oui, les collaboratrices qui travaillent avec nous à hors-série ont souvent d'autres activités, certaines dans le journalisme ou dans l'enseignement. Mais je tiens beaucoup à le préciser, en fait, ils sont payés à hors-série, on paye pas des fortunes, mais on paye justement ce travail journalistique, puisque comme je le disais, préparer un entretien, c'est beaucoup de travail. C'est un vrai métier, c'est surtout ces 40 heures de travail par émission. En gros, 40 heures de travail. Donc on ne demande pas ça bénévolement. On paye les collaborateurs hors série à l'émission. Ils sont payés à la pige. Et c'est à ça que servent les 3 € par mois ou 30 € par an. Tout l'argent part dans la masse salariale, en fait, pour payer ce travail-là. Il n'y a pas de dividende, quoi. Hein? Il n'y a pas de dividende. Non, il n'y a vraiment pas de dividende, non, clairement pas. Pour nous, c'était important. Alors, je sais que ce n'est pas le même modèle. Bon, par exemple, Parole d'honneur, c'est un média militant. On est sur une autre logique. Nous, c'est la HES, nous. Voilà, la passion militante et tout. Et nous, on a choisi la précarité. Mais non, mais c'est pas pareil, parce que vous vous positionnez comme un média militant. Nous, on se positionne à l'endroit d'un média qui s'assume avec une dimension intellectuelle, réflexive. Il y a un boulot considérable chez vous. Voilà, il y a un scrupule, méthodique, quoi. Mais si. Non, mais si, ça bosse. Il y a plein de gens qui bossent ici, il faut le dire quand même, à Parole d'honneur. Omar, tu peux intervenir sur le plateau si tu veux. T'inquiète, Omar, on s'en occupe après, t'inquiète. Donc voilà, les dons, c'est pas pour nous offrir, je sais pas quoi, des vacances dans une maison avec piscine. Les dons, ça sert en fait à payer les intervieweurs, intervieweuses, voilà. Et le développeur, parce qu'en fait, on doit refaire le site, il y a des bugs dans notre site, ça fait 9 ans qu'il n'a pas été mis à jour, et donc il y a plein de bugs, et c'est notamment pour ça qu'on se retrouve en situation de déficit. C'est que quand on a commencé à perdre des abonnés en 2022, on ne le savait pas, parce que l'interface du site continuait de nous raconter que tout allait hyper bien, et nous annonçait des chiffres hyper bons. Nous, on a passé toute l'année 2022 en disant « Ah tiens, nos copains nous disent que ça va pas dans leurs médias, et nous, ça va bien, pourtant nous, ça continue de monter. » Un peu comme Macron avec l'économie française, quoi. Oui, c'est ça, tout va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Et le jour où le comptable nous dit mais en fait il n'y a pas du tout les encaissements en banque correspondant à ce qui est annoncé sur le site, là ça a été le gouffre, quoi. Mais est-ce que c'est pas juste c'est une question technique, est-ce que c'est pas juste une question de carte bancaire, parce qu'en fait votre truc c'est que on paye avec une carte, donc il suffit juste que la carte soit plus du tout active. Ah bah par exemple, les abonnés dont la carte est périmée, en fait ils sont comptés comme toujours actifs chez nous, et le site croit qu'ils continuent de payer alors qu'en fait il y a eu des rejets de paiement en face, et nous on le sait pas. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui nous ont mis dans la mouise. Donc il nous faut vraiment un site tout neuf, tout bien repensé par un développeur. Et pareil, le développeur, il faut le payer un peu. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Judith Bernard. Donc je rappelle que vous pouvez faire des dons sur le site de hors-série.
et donc participer à cette Ulule. campagne. La campagne, elle est Voilà. sur Ulule. La Voilà. campagne, Voilà. c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 15 Donc, janvier. vous tapez Ulule hors série et vous trouvez la campagne. Ouais, ça s'appelle Voilà. Hors série fait peau neuve. C'est le titre de C'est ça. la Voilà, on le campagne. remet dans le chat. Merci Samir. Voilà, c'est important de soutenir les médias indépendants comme ça. Donc, Et surtout, les médias camarades et ah, indépendants oui, comme bien ça. sûr, et entre autres, Ouais. ce genre de médias, bien sûr. Bien sûr. Et on a reçu d'ailleurs aussi les gens de l'UJFP. J'avais fait une émission avec l'UJFP. Tout C'est ça le- est une grande famille, Exactement. donc vous soutenez tout le monde. Pleine d'amour absolument. révolutionnaire. Vous avez que ça à faire, chers amis. Ouais, franchement, oui, il faut soutenir là. Ouais. Absolument. Merci travaillez beaucoup fort. en tout cas. Merci à Merci toi, de m'avoir tu reçu. reviens quand tu Merci veux. beaucoup. Bah, tu reviens À faire le bientôt. bilan de la campagne. Ouais, d'accord. mi-janvier, Dans votre nouveau dans les nouveaux studio, studios. flambant neuf. Stade de France. Inch'Allah, oui. Allez, Ouais, à ouais. plus. Salut Judy. À bientôt. Au revoir. Alors, donc là, on va faire court. On va pas passer 1000 ans, 30 minutes, 45 minutes. Ça va? Ah non, mais Voilà. c'est toi le boss. Sur Nous, l'actualité. Non, mais parce que c'est ton Sur émission après. Mais tranquille, mais on doit pas recevoir quelqu'un d'autre. Bien après sûr que si. Ah ouais. Là, on accueille Monsieur Ibrahim. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Monsieur Ibrahim? Magnifique, magnifique. Allez, aujourd'hui, on est trop classe. On accueille des gens, ils viennent de New York. On accueille des gens, c'est des chercheurs, c'est des enseignants. Vous n'êtes pas prêts? Tu peux t'installer là, je pense. Là ou là, comme tu veux. comme tu veux. Je préfère à côté de Yazid. Tiens. Ça En vrai, va? je viens de Ça- Saint-Denis. C'était pas trop long? Tu viens de ça? Hello. Mais laisse-nous faire genre. Là, on doit faire genre là. Ah, Saint-Denis, c'est Ah, comme- oui. c'est le Los Angeles du 93. Voilà, ça. là, C'est un peu ça. Ouais. là, ce soir, on est fame, on fait genre un petit peu. Ça va? C'était pas trop long? C'est le Bronx de Paris. Hein, C'est comme ça que je leur dis là-bas quand ils me demandent t'habites où à Paris, je leur dis Paris, mais comme si t'étais Ouais. dans le Bronx de Manhattan, quoi, tu vois. Voilà. Bah vas-y, tu peux te présenter un petit peu. Ibrahim Bechrouri, Ouais. du coup enseignant à l'université de la ville de New York, chercheur, spécialiste des questions de surveillance et d'antiterrorisme. Magnifique. Donc tu es là avec nous pour discuter avec nous. Tu participes à la discussion sur l'actualité. Donc là, surtout l'actualité en Palestine. Bon, c'est pas une surprise, hein, on fait ça toutes les semaines un peu. Donc l'actualité en Palestine de cette semaine. Donc on va parler de terrorisme, antiterrorisme, etc. Et donc là, le premier sujet, c'était le gros sujet le gros sujet de la semaine. C'était le cessez-le-feu, donc le vote pour le cessez-le-feu qui n'a pas abouti en raison du vote contre Conseil de sécurité de l'ONU. voilà, du Conseil de sécurité de l'ONU en raison du... Enfin, d'une seule voix du Conseil de sécurité. Voilà. Donc, le projet de résolution a été rejeté en raison de la voix contre des États-Unis. Voilà. Le Royaume-Uni s'est abstenu et la France, par contre, a voté pour. Voilà. Quelles sont vos premières réactions sur ce vote-là du Conseil de sécurité de l'ONU? Ouais. D'abord, c'est rare qu'il n'y ait que les États-Unis. D'habitude, on a au moins Au moins le Royaume-Uni. on a au moins le Royaume-Uni, le petit satellite là, le petit satellite qui est quand même responsable de la création de ces États-Unis, hein, entre nous, mais qui ensuite est devenu le satellite de sa créature, historiquement parlant. Et donc là, C'est devenu la colonie de sa métropole. c'est très bien dit, cher ami. C'est devenu exactement la colonie de sa métropole, absolument. Et en tout cas, il est rare. Et on l'a vu dans tout ce genre de vote. Enfin, il est rare que les États-Unis se retrouvent seuls. Bon, alors c'est au Conseil de sécurité, alors évidemment, c'est pas. Mais il est rare qu'ils se retrouvent seuls. Comment le Royaume-Uni s'est abstenu, chose incroyable. Il y a quand même une opinion publique au Royaume-Uni qui est extrêmement remontée contre, et qui demande un cessez-le-feu immédiat. Aux États-Unis aussi, mais tu vas nous en dire plus peut-être. Hein. Mais en tout cas, voilà. Quant à la France, eh bien, Macron, et c'est peut-être aussi de cela dont on peut parler, Macron est en train de se dédire, est en train de revenir complètement sur sa première attitude, qui était un soutien totalement suiviste par rapport à l'État d'Israël, avec même quelque chose de complètement saugrenu. L'idée de la coalition anti-Daesh, de reprendre la coalition anti-Daesh. Donc là, c'est vraiment ton sujet. On en a beaucoup parlé ici sur PDH. Voilà, c'est ça. Qu'il a abandonné directement, bien sûr. Donc, juste pour dire que la France, bien sûr, Russie-Chine, Russie-Chine, évidemment, qui se sont, évidemment, qui demandent de cesser le feu. Et quant aux membres, alors les membres non permanents du Conseil de sécurité cette fois-ci, eh bien il n'y en a quand même aucun qui s'est opposé à cette demande de cessez-le-feu. Alors c'est quand même assez unique. On a les États-Unis qui, pour une des rares fois, se retrouvent tout seuls, et c'est vraiment des États-Unis aujourd'hui
aussi bien au plan diplomatique, mais aussi au plan des fournitures militaires, parce qu'on a vu que il y a 2 jours, il y a eu quand même, il y a eu le rejet, on va peut-être en parler, il y a eu le blocage au Sénat de la rallonge d'aide financière, à la fois c'était le triple soutien à l'Ukraine, à Taïwan et à Israël, et ça a été bloqué apparemment. Et puis on a aussi, mais par contre, en contrepartie, il y a eu l'accord de la livraison de 45 000 obus de 155, qui sont les obus privilégiés qu'utilise Israël actuellement. Il y a eu quand même cet accord. Donc 45 000 obus vont être livrés, ou en tout cas vont être prélevés sur les stocks stratégiques américains qui sont situés en Israël. Parce qu'il y a des stocks stratégiques américains qui sont en Israël, mais auxquels Israël n'a pas le droit de toucher, ne peut toucher que sur accord des États-Unis, parce que c'était des stocks qui étaient prévus dans le cadre d'une confrontation globale, dans le cadre de la guerre froide. Et donc voilà un petit peu de ce que je voulais dire pour présenter un petit peu les choses. Donc peut-être qu'au niveau des États-Unis, non, je pense que tu as plus que bien résumé le contexte. Je pense qu'il y a même des infos que j'avais pas forcément et que toi tu as. Avec la Chambre des représentants qui malheureusement, pour la première fois, c'est un sujet dont on a parlé juste avant, vient de considérer que l'antisionisme était de l'antisémitisme. Et vient de condamner donc l'antisionisme. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est le Congrès, je crois, c'est ça. Oui, c'est au Congrès. Je pense. Oui. Avec des votes, il me semble un peu surprenant de certaines figures dites progressistes, etc., mais qui ont quand même voté cette résolution. Parfois juste parce qu'elles savaient qu'elle allait passer de toute manière et qu'elles voulaient se mettre à l'abri. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce vote, donc cette main levée, unique, seule. Sanglante, on dit. Ouais, sanglante, il y a eu des dessins, etc., des caricatures. Ouais. Blenders, Red Right Hand. Je la connais pas, mais je te fais confiance là-dessus. Pour une fois que j'ai une ref. Mais elle était intéressante cette main parce que c'est et certains l'ont pointé. Il y a des ouvrages là-dessus. Donc c'est une main noire en fait qui se lève. C'est une main noire qui se lève et c'est une tactique régulière de la diplomatie américaine en fait, d'utiliser les personnes non blanches, en particulier les noirs américains en fait. On pense à Colin Powell. Exactement, pendant la guerre d'Irak, Condoleezza Rice, etc. Je me suis fait cette réflexion parce que l'image est passée et je dis mais même Condoleezza Rice à l'époque aussi, je dis non mais vraiment eux ils ont un cynisme, un niveau de cynisme qui est inégal. Toujours les saloperies, ils vont toujours les faire par des non-blancs. Quoi. Ah, oui. On les envoie au charbon, entre guillemets. Bon, ils bénéficient bien sûr de l'impérialisme américain, etc. Ils en font partie. Mais on les envoie au charbon, entre guillemets, parce que c'est une manière aussi de se mettre dans le... Comme Israël le fait avec... les soldats LGBTQ, etc., éthiopiens, etc. C'est une manière de dire, mais regardez, nous, on est une force progressiste, en fait. On est presque, on est le Sud global, quoi. Regardez, voilà, on est aussi, on est noir, etc. Et tout. Et c'est assez intéressant. Et c'est régulier. Je crois que la représentante, c'était pas lui qui avait voté au précédent vote, mais la représentante qui était là avant était également donc une femme noire. Donc c'est une stratégie pensée en fait de l'establishment américain, et en particulier de l'establishment démocrate américain, de mettre en avant ces figures-là pour adoucir un peu ces prises de position qui sont d'une violence extrême. On se souvient de Colin Powell avec la petite fiole d'anthrax, qui est quand même terrible, parce que c'est une petite fiole, c'est une image qui a quand même coûté 400 000 morts. Je veux dire, on n'est pas dans la rigolade. C'est cette espèce de fake news comment a quand même coûté l'invasion de l'Irak avec des centaines de milliers de morts. Je veux dire, c'est absolument hallucinant cette histoire. C'est pas de la rigolade, je veux dire. Et là, dans le cas effectivement de ce vote veut dire simplement, il n'y a pas encore assez de morts. Voilà ce que ça veut dire, parce qu'on voit bien que les États-Unis veulent saigner à blanc la population palestinienne de Gaza. Ils veulent la saigner à blanc pour l'obliger à accepter n'importe quoi. N'importe quelle solution. Ils n'ont toujours pas de solution d'ailleurs, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Il y a un jeu un petit peu pervers entre les deux, entre les États-Unis et Netanyahou, entre Biden et Netanyahou. Je crois qu'ils commencent à parler à l'autorité palestinienne aussi. Alors voilà, mais le problème c'est que l'autorité palestinienne a déclaré déjà qu'il était hors de question qu'elle entre Gaza sur un char israélien, et d'ailleurs elle n'a aucune légitimité. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que parmi les forces qui actuellement résistent à Gaza, on a le Fatah. Bien sûr, on a les brigades d'Al-Aqsa.
Et le Brigade Al-Aqsa, c'est le Fatah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas uniquement Hamas, on a, je l'ai dit, 14 organisations combattantes. Et dans les 7 principales de ces organisations, tous les jours, on a des communiqués du FDLP et du FPLP. Le FDLP qui est une force marxiste, de même que le FPLP, mais le FDLP, on ne peut pas dire qu'il est terroriste. Il n'est pas du tout sur la liste des organisations terroristes, le FDLP. Et d'ailleurs, ajoutons que le FDLP est la première organisation palestinienne qui, en 74, a parlé d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza. Donc on ne peut pas l'accuser d'être extrémiste, etc. Donc il renonçait à toute la Palestine. Donc on a même le FDLP qui est quand même, qui peut apparaître comme étant, qui était une scission du FPLP, hein, qui peut apparaître comme étant le FDLP avec les brigades Omar El-Qassem, c'est pas les brigades Qassam, hein, Omar El-Qassem, du martyr Omar El-Qassem, qui est un martyr du FDLP, qui actuellement combattent et qui envoie des vidéos pareilles. Et ils ont aussi participé à l'opération du 7 octobre. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'on a affaire à différentes organisations, le FPLP, le Parti communiste palestinien qui s'appelle le PPL, le PPP, le Parti du peuple palestinien, est aussi engagé. On a les comités populaires, donc ça veut dire qu'on a une myriade. Et donc ce narratif impérialiste, impérialo-sioniste qui consiste à dire non, c'est faux, c'est tout un peuple qui est actuellement... c'est-à-dire quand ils disent guerre d'Israël contre le Hamas, en fait, c'est un mensonge. Un mensonge total. Propagande pour servir le récit de on est toujours en lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est encore l'axe du bien contre l'axe du mal. Voilà, c'est la même chose depuis 2001. Donc on est encore dans cette propagande-là israélienne qui est reprise par les pays occidentaux. Et moi j'avais une question. Est-ce que le fait là que la France ne suive pas, que le Royaume-Uni s'abstienne, est-ce que ça laisserait croire que ce récit-là de cet axe-là de la lutte antiterrorisme, est-ce que ça laisserait croire que ce récit-là, il commence à s'affaiblir peut-être? Je ne pense pas qu'il s'affaiblit, peut-être un peu, en tout cas il ne s'effondre pas. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé en France au niveau du terme. On doit saluer le travail d'une partie de la LFI et Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Le refus d'utiliser le terme terrorisme, qui pour moi a été crucial dans la manière dont le débat s'est cristallisé. Et c'est ce qu'on leur reproche. C'est ce qu'on lui reproche, mais on lui reproche parce que c'est très important en fait. L'usage de ce mot terrorisme, en fait, il permet de cadenasser la conversation. Il permet de complètement cadenasser la conversation. C'est exactement ça. En fait, la discussion après, c'est juste est-ce que la réponse elle est proportionnée, pas proportionnée. Voilà. Exactement. Et tant qu'on combat le mal, c'est bien. C'est ça le truc. On combat, en fait, voilà, le terrorisme, c'est le mal. Le terrorisme, c'est un mot aussi. C'est une lecture morale, en fait. C'est un mot de code aussi pour dire sauvage, quoi. C'est des barbares, c'est sauvage, c'est pas des humains. Si c'est des terroristes, ils sortent de l'humanité, en fait. C'est vraiment un mot qui est utilisé comme ça. Et en fait, tout ce qui se joue autour de ce terme terrorisme, c'est au final, quelle est la violence avec laquelle on est d'accord au sein d'un groupe ou avec laquelle on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, en France, est-ce qu'on est d'accord avec la violence de l'État d'Israël? Si on est d'accord, du coup, ce n'est pas une violence terroriste. Si on n'est pas d'accord avec cette violence, si on n'approuve pas cette violence, elle devient terroriste. C'est un mot, en fait, le mot terroriste, qui a des définitions et qui a des centaines même de définitions qui tournent en général autour des mêmes concepts. Donc c'est une violence ou une menace de violence qui est politique, qui a un but politique, qui vise des civils. La plupart des définitions disent qu'elle vise des civils. Certains n'utilisent pas cet élément-là. Et qui a pour but de contraindre un groupe dans la population ou une institution à faire quelque chose en particulier. Mais quand on prend cette définition, en fait, on peut appliquer le mot terrorisme à énormément de choses. Bien sûr aux horreurs que Israël perpétue à Gaza, mais aussi aux interventions américaines, aux attaques de drones, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent dedans, même les crimes policiers et le déploiement policier qui ne mène pas forcément à des morts, mais qui mène à des violences envers des populations ciblées pour les maintenir à leur place, peuvent rentrer dans cette définition. Donc en fait, c'est un mot qui est juste un mot à géométrie variable, qui est utilisé pour disqualifier certains groupes, certaines luttes, etc. Moi, j'ai une question sur ça. On en parlait en coulisses. Est-ce que de ce fait-là, c'est ce que tu disais un peu, est-ce que tu irais pour revendiquer peut-être à une autre utilisation du mot terrorisme? Par exemple, on peut parler de terrorisme d'État, de terreur d'État. Ou est-ce que tu dirais, bah non, ce mot-là, il est trop connoté, il est trop mal utilisé. Dans ce cas-là, il ne faut plus l'utiliser comme ça. Ou dans ce cas-là, il faut peut-être... je sais pas, c'est un débat qui existe sur d'autres termes, comme le terme radicalisation. Les sociologues disent ça, voilà, on sait qu'il est connoté, qu'il est machin, qu'il est ceci, cela. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on l'utilise, on le met toujours entre guillemets, on explique voilà, ce à quoi ça correspond
et on l'utilise avec un regard critique. Voilà, est-ce que tu... Je pense qu'il faut continuer à l'utiliser Avec son quand on micro. critique le... Ah, pardon. Je pense qu'il faut continuer à l'utiliser quand on critique le terme, justement, ou quand on critique son utilisation. Maintenant, il y a deux écoles dans le champ critique des études sur le terrorisme. Une école qui dit qu'il faut continuer de l'utiliser, mais en gros, il faut l'étendre, il faut parler de terrorisme d'État, il faut parler de terrorisme suprémaciste blanc, etc., pour en fait lui retirer cette charge exactement morale, exactement morale, mais aussi cette charge qui vise à dire en fait non humain, sauvage, etc., qui vise à dépolitiser aussi cette violence. C'est-à-dire qu'on parle de violence politique, le terrorisme c'est une violence politique, mais souvent quand on utilise le mot terrorisme, c'est pour dépolitiser la violence. Il n'y a pas de projet politique derrière la violence, c'est en fait juste ils ne nous aiment pas. Et c'est d'ailleurs le discours qu'on a souvent après des attaques terroristes. Ils nous aiment pas, ils n'aiment pas notre mode de vie, c'est pour ça qu'ils délégitimer les deux. le projet. Les deux. D'ailleurs, le Hamas il est terroriste parce que aussi il est dans un projet d'extermination des Juifs en fait. C'est ça le discours. Oui, c'est ça, et c'est même qu'en fait le discours il va plus loin que ça, c'est que le Hamas joue contre les Palestiniens, etc. C'est en gros voilà, c'est une violence qui n'avait pas de sens. Il faut absolument utiliser ce mot pour dire que c'est une violence qui n'avait pas de sens. Mais enfin, vous l'avez dit à maintes reprises sur ce plateau, cette violence elle a du sens. On peut bien sûr regretter les morts, etc. Et je pense que toute personne le fait. Voilà, on n'a même pas besoin de le dire au final. Mais à côté de ça, on ne peut pas dépolitiser la violence. On ne peut pas en fait retirer toute explication à cette violence, toute explication politique qui vient expliquer cette violence, qui vient expliquer le choix de ce mode d'action, etc., etc. Et donc l'autre école dont moi je me revendique, c'est de ne pas l'utiliser, même pour parler de terrorisme d'État, etc. Pourquoi ? Parce que même quand il est utilisé pour parler de terrorisme d'État, et il y a eu un grand mouvement de publication d'articles à ce sujet-là à la fin des années 2000, début des années 2010, il finit en fait par juste renforcer la connotation de ce terme. Et souvent, en plus, quand on va en parler, pour parler de terrorisme, quand on parle de terrorisme d'État, ce qui vient à l'esprit des gens en premier, c'est pas les exactions d'Israël, enfin peut-être aujourd'hui dans certains groupes, etc. Mais ça va être des choses comme par exemple la Libye de Kadhafi. Oui, c'est ça. Et donc on n'en sort pas en fait. On n'en sort pas. Ou en Syrie. Oui. Exactement. Et on reste, oui, exactement. On reste dans une logique en fait où ce mot est utilisé juste pour décrire des violences avec lesquelles on n'est pas d'accord et pour pouvoir ensuite enclencher tout un tas de mesures extrêmement violentes. Tout un arsenal de politique antiterroriste, même l'Union européenne, les États-Unis, etc. Tout à fait, c'est ce qu'on a vu, en France. Et c'est un truc sur lequel je travaille, j'ai publié là-dessus récemment. Ces stratégies-là antiterroristes souvent s'inspirent des doctrines de contre-insurrection. Et notamment de ces doctrines de contre-insurrection qui ont été développées pendant la guerre d'Algérie. Et ces doctrines de contre-insurrection, on l'a même dans le bouquin de Roger Trinquet, la guerre moderne. Française, hein. La guerre moderne, c'est exactement ça, qui a influencé l'école américaine. Le général Petraeus, dans son manuel de contre-insurrection en Irak, parle de Galloula et de Trinquet, donc de l'Algérie. Dans ce manuel de contre-insurrection, Trinquet dit à un moment donné qu'il faut maintenir en fait la paix par tous les moyens possibles, et le moyen le plus efficace étant le terrorisme. Ossares, dans son bouquin La torture, dit qu'officieusement, à un moment donné, on instaure, c'est-à-dire la France instaure, non pas l'antiterrorisme, mais la contre-terreur. Donc l'usage de la terreur pour faire face à la terreur. Et c'est comme ça que fonctionne la contre-insurrection. Il y a une violence en face, on va répondre de manière similaire à cette violence, et même de manière disproportionnée, parce qu'il ne faut pas oublier que ces groupes, des groupes comme le FLN, le Hamas, etc., sont des groupes qui peuvent causer un certain nombre de dommages. Mais les réels spécialistes de la violence, qui ont les moyens de déployer cette violence de manière massive, c'est les États. Et on le voit bien avec la situation actuelle en Palestine. Et c'est pour ça que sur les plateaux de télé, les journalistes regardent avec des yeux, regarde comme un fou Dominique de Villepin qui tient la position diplomatique. Voilà, qui tient une position diplomatique qui serait une position qui dit simplement la réponse à ça, c'est pas la violence disproportionnée. Et il le regarde comme ça, mais qu'est-ce que vous faites contre le terrorisme, monsieur de Villepin, vous voyez? Mais il lui dit, mais je tiens juste la position diplomatique classique, quoi. C'est pas, j'invente pas la lune. C'est une position même, c'est-à-dire que bon, on a beaucoup de gens qui, admire le positionnement de Villepin. Il faut reconnaître qu'il est courageux, son positionnement dans l'ordre actuel des choses. Mais en fait, c'est un positionnement aussi qui... c'est le seul positionnement, même je dirais, qui permettrait
de maintenir la légitimité des impérialismes. La légitimité de la France en tant que puissance impériale, en tant que puissance post-coloniale. C'est une faillite morale, ce soutien inconditionnel à Israël, mais c'est aussi une faillite stratégique. Si on veut juste parler en termes stratégiques, le soutien des États-Unis à Israël, pour moi, est une erreur majeure. Est une erreur du point de vue de son image, de sa pérennité. Exactement, de maintenir l'hégémonie, etc., qui est déjà mise en danger. Même De Villepin, à chaque fois, il se défend, il dit « Mais je dis ça en tant qu'ami d'Israël. » Il dit « Je dis ça en tant qu'ami d'Israël. » Ils font une grosse erreur. Et c'est vrai aussi. C'est-à-dire que utiliser ce type de violence ne permettra pas à l'État d'Israël d'assurer sa survie. Au contraire, c'est une fuite en avant, en fait, qui amène en fait l'État d'Israël droit dans le mur. Et moi, je m'en plains pas. Je suis pas en train de m'en plaindre. Hein. Tant mieux si les impérialistes. Au cas où vous n'aviez pas compris la ligne ici, on est pas... voilà. Mais c'est même stratégiquement, c'est complètement. Et du coup, c'est une forme effectivement. Je pense, on arrive à une forme certains parlent de le mot radicalisation que je n'aime pas non plus, parle d'une forme de radicalisation de la politique. Et oui, effectivement, là, il y a une forme chez certains politique et chez une grande partie même de la classe politique. Et tu le remplacerais par quoi alors à ce moment-là? C'est-à-dire radicalisation c'est une forme de fanatisme en fait. D'accord. Voilà, on peut le qualifier comme ça. En fait, c'est des mots terrorisme, radicalisation qui existent parfois déjà, mais qui sont des mots synonymes. Il y a d'autres mots pour parler. Par exemple, quand on parle de terrorisme, on peut. C'est ce que fait la LFI, parle de crime de guerre. Oui. Voilà, au moins qui a au moins le mérite d'être défini. De manière voilà au niveau exactement ce qui n'est pas le cas du mot terrorisme dans un certain cadre oui voilà, après on peut contester ce que ça recouvre, comment c'est appliqué à tel ou tel groupe, etc., qui est réellement jugé pour des crimes de guerre, mais en tout cas il y a une définition juridique, donc c'est peut-être quelque chose qu'il est plus judicieux d'utiliser, mais je pense pas que l'usage de ce mot répond à une rationalité vis-à-vis de ce qui se passe. Mais justement, par rapport à ce qui se passe en Palestine, alors pas pour réhabiliter le mot, hein, mais c'est un commentaire qui est fait, qui est juste, c'est que depuis 1948, Israël n'arrive pas à établir sa légitimité. C'est évident. Évidemment, on prend la terre d'un peuple, c'est évident que dès l'instant où ce peuple ne se résout pas, éternellement, Israël, comme c'est dit, d'ailleurs c'est De Gaulle qui le disait, hein, Israël est condamné à vivre par le glaive. Et donc à appliquer une forme de terreur à la population. D'ailleurs, ce qui se passe à Gaza. Donc, il n'y a pas un terme quand même qui pourrait être approchant et qui montre bien cette caractéristique où là, il faut vraiment imposer une terreur. On le voit bien avec toutes les images qu'on a actuellement, lorsqu'on déshabille des simples citoyens. On va en parler. Hein. Donc, voilà, il y a quand même, de ce point de vue, on n'a pas encore trouvé le bon mot, non? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est intéressant, parce que je suis d'accord avec ça, et du coup, pour moi, c'est un peu un travail d'équilibriste. Je ne pense pas que le mot terrorisme est à ce stade, est une utilité. Par contre, je pense qu'il y a un concept à développer autour de la notion de monopole de la terreur légitime. Ah oui. Comme il y a un monopole de la violence légitime, du coup, qui dit voilà, les États peuvent utiliser la violence, etc. Oui, bien sûr, exactement. Et on en a parlé pas mal pendant, du coup, les mouvements de révolte, les émeutes, peu importe comment on va appeler ça. La violence de l'État, voilà, est légitime, etc. Une prétention de la légitimité, exactement. Exactement. Et le fait que ces États utilisent du coup des formes de violence extrême qui sèment la terreur, c'est aussi un monopole. En fait, en creux de ce monopole de la violence légitime, il y a un monopole de la terreur légitime qui peut réellement terroriser, qui peut utiliser la peur pour forcer la population à se tenir, qui peut utiliser la peur pour préserver l'ordre établi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, c'est que dans certaines définitions du terrorisme, une bonne partie même de définitions du terrorisme, qu'elles soient académiques ou institutionnelles, on exclut l'État. C'est-à-dire que on dit que voilà, c'est la violence qui est déployée violence politique déployée pour contraindre une partie de la population par des groupes non étatiques. Et on exclut du coup toute possibilité d'affilier le mot terrorisme ou des stratégies de terreur à l'État. Et moi, je pense que derrière ça, il y a une volonté aussi pour l'État de dissimuler
ce monopole de la terreur légitime, parce qu'une fois qu'on voit en fait cette terreur d'État, ça délégitime l'État-nation en tant que tel. Oui. L'État-nation qui, dans son fonctionnement, utilise la terreur et des degrés de terreur différents. À différents, et quand je dis des degrés de terreur différents, en général, quand on parle de terrorisme, on parle ce à quoi on pense immédiatement, c'est le 11 septembre, etc. Mais le fait de déployer une présence policière qui va harceler des jeunes dans des quartiers, c'est aussi quelque chose qui provoque de la terreur, qui joue dans le même registre, en fait. Bah alors, pour un petit peu contredire, il y a eu des moments où le mot terreur a été utilisé de façon positive. Bon, aussi bien chez les bolcheviks, Trotsky parle de terrorisme excitatif, hein, et puis aussi au moment de la Révolution française, je veux dire, sous la terreur. Alors, que fait-on de cela ? Moi, je pense qu'il ne faut pas... voilà, c'est un mot qui évolue avec l'histoire. Et dans les années 70, par exemple, on avait aussi l'usage du mot terrorisme pour décrire certains modes d'action qui étaient en tout cas beaucoup plus objectifs. Il était utilisé pour décrire des modes d'action et non pas pour délégitimer ces modes d'action, même si ça arrivait très vite ensuite. Je ne vais pas parler je vais parler plutôt de la terreur de Robespierre, du coup, parce que c'est ce que je connais un peu plus. C'est effectivement une terreur qui est déployée pour faire face à la contre-révolution, mais elle est délégitimée tout de suite après la terreur. Une fois que Robespierre est mort, on commence à s'insulter, du coup, dans l'Assemblée, je crois que c'était l'Assemblée déjà, on commence à s'insulter de terroristes, en fait. Parce que c'était la barbarie de Robespierre, et c'est perçu comme ça. Et même moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais moi, quand j'ai appris à l'école la terreur, voilà, Robespierre, c'était un genre de démon qui allait trop loin, etc., qui assassinait des milliers de personnes. Pas quelqu'un qui a essayé, en fait, de préserver la Révolution française. Donc, c'est intéressant. Noir de la Révolution. Voilà. Oui. Alors, désolé, tu veux encore réagir sur ça ? Non. Parce qu'on me dit à l'oreillette qu'il me reste 10 minutes. Oui, alors juste par rapport aux États-Unis, est-ce que ça fait débat, l'usage du mot terrorisme donc il continue sur ça. Vas-y. Non, et ça... non, et puis autre chose, par rapport à ce qui se passe actuellement, à l'actualité, je viens de lire que pas mal d'associations musulmanes américaines sont très remontées par rapport à Biden et sont en train de dire no Biden. Alors certains disent au risque de faire élire Trump aux élections. Donc voilà, c'est quand même, on est quand même dans une situation compliquée. Qu'est-ce que tu penses de ça quand même ? Bon, d'abord sur le mot terrorisme, il y a des contestations effectivement. Après, je dirais qu'il y a moins de contestations qu'en France. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au départ. J'ai l'impression que les Américains utilisent beaucoup plus le mot que les Français. La notion de terrorisme est très présente dans leur blabla. Je dirais que ça a changé depuis 2015. Depuis 2015, la France l'utilise aussi énormément. Ah, c'est vrai que ça a accéléré. Mais tu as raison que on l'utilisait moins avant. Mais maintenant, en France, on va même peut-être parfois un peu plus loin, même que par exemple, quand Darmanin parle d'éco-terrorisme, de terrorisme intellectuel de la FI, etc. C'est des trucs qu'on n'a pas encore trop entendus aux États-Unis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle. Ce débat existe moins qu'ici. Il existe un peu dans le champ académique, mais comme on n'a pas eu de bloc, et encore une fois, il faut reconnaître le travail de la LFI, ou en tout cas de la ligne mélenchoniste de la FI là-dessus, comme il n'y a pas eu de bloc qui s'est directement dressé contre l'usage de ce mot terrorisme, on n'a pas eu en fait cette possibilité de débat. Sur l'autre point qui était... Les organisations musulmanes qui sera, on le sait, pire que Biden aussi. Oui, c'est Trump qui déplace... oui, sur ce sujet-là. Ouais, qui déplace, c'est lui d'ailleurs qui déplace l'ambassade des États-Unis du coup à Jérusalem et qui quelque part donne un surcroît de légitimité ou un surcroît de confiance les accords d'Abraham. Exactement à Netanyahou, à l'État israélien, l'entité sioniste. Bon, le hashtag c'est Abandon Biden, abandonner Biden. Abandon Biden. Et ça, ouais. Et moi, c'est compliqué pour moi parce que par exemple les dernières élections, j'ai eu du mal à voter pour Macron. J'ai voté pour Macron au deuxième tour. J'ai eu énormément de mal à faire. Comme pas mal d'entre nous. Oui, voilà, on m'a dit, c'est ce qui m'a convaincu, c'est des organisations de personnes sans papier qui ont dit, nous on peut pas voter, mais on sait que ce sera pire avec Marine Le Pen pour nous. Et donc toi tu peux voter, va le faire. Donc voilà. Du coup c'est un positionnement compliqué, mais moi je trouve que Biden ça va encore plus loin que Macron. Non seulement il y a une trahison de tout ce qu'il avait promis pendant sa campagne, ou en tout cas d'une grande partie, mais il y a aussi, là c'est le support complet à un génocide en cours.
Mais quand je dis complet, c'est-à-dire que c'est un support politique, mais c'est aussi un support matériel. Non, mais là, c'est un co-belligérant. Ah non, mais Biden est un co-belligérant. Exactement. À mon avis, On parle d'un c'est- État qui fait partie des combats. Je veux dire. À mon avis, Exactement. Biden dit un mot et ça s'arrête tout de suite. Bien sûr. Genre, je on a pense, parlé ouais. des obus de 155, mais pas uniquement les obus de 155. C'est que l'autre jour, la pause qui avait été obtenue, elle a été obtenue parce que la veille, Biden s'entretient avec les Bien sûr. Chinois. hein. Bien sûr. Bon, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il suffirait que. Mais vraiment, en un mot, en 2 heures. Il suffit de C'est pour ça lever que le petit doigt, c'est ouais. toujours drôle de voir Netanyahou jouer au matamor, dire gonfler les muscles, ou je vois encore une fois, je vois des vidéos de sionistes qui sont là, ouais, on va même attaquer les États-Unis s'il le faut. Tu parles, ça dure pas 2 minutes. Donc, Déjà, c'est une mauvaise idée. non mais j'en ai vu un. Et si les États-Unis sont pas contents, on ira ainsi jusqu'à oh ouais chiche. Bon, t'as vu ça, oui. Bon alors donc bon, il a un rôle fondamental. Il a un rôle fondamental. Et il y a ça. Et je voulais dire aussi, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est quand même aussi Bernie Sanders. C'est une Ça, pour le coup, c'est déception, étonnant. une Parce qu'il déception avait pris une totale. position courageuse sur le conflit, sur la Oui. Palestine il y a quelques Oui. années. Qui était vraiment, bon, c'est pas une position hyper courageuse, mais pour le contexte américain. Exactement. Pour quelqu'un en plus Ouais. qui est juif, Ouais, c'est quand bien même pas sûr, rien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est une catastrophe. Ce qui est en train de se Et c'est une catastrophe d'autant plus que Bernie Sanders était énormément apprécié des populations musulmanes arabes aux États-Unis. J'ai une amie palestinienne qui l'appelait Amo Bernie. Ah ouais. Bah là, c'est plus Amo ouais. Bernie. Ouais, non, Là, c'est clair. plus Amo Bernie pour le coup. Et c'est dommage parce que c'était une force politique qui avait du potentiel. Et ça aurait été le. En fait, c'est un peu le contraire de Mélenchon. Ça aurait été pareil une déception complète si Mélenchon n'avait pas eu les positions qu'il ça. avait. En tout cas, qu'il avait eu les mêmes positions que Bernie Sanders, qui sont des positions en fait, voilà, pro-génocide. Faut dire les choses comme elles sont. Il demande pas comment le cessez-le-feu. Il demande pas le cessez-le-feu. C'est ça. Il hein. est contre C'est bien cessez-le-feu. ça, hein. C'est ça. Je Exactement. voulais avoir ta confirmation. Il demande une pause humanitaire, donc une nouvelle, voilà. une nouvelle pause. Mais Qui il est est d'accord avec l'idée qu'il faut éradiquer Ouais, le c'est Hamas. ça, exactement ça, une Éradiquer le pause, Hamas, une pause dans un génocide, voilà, bon, voilà. Ouais. Prendre son souffle quand on génocide. hein, C'est ça, vrai. bah oui, ça Et puis fatigue. on peut se faire mal, puis parfois on peut tirer à côté, on peut se tirer dans le pied. Ouais, bien sûr. ouais. Mais en fait, on revient au problème de base, C'est c'est le que sketch de Farid, oui. en fait, Bernie Sanders évolue dans un univers politique et mental où le Hamas est terroriste en fait. Donc, on peut C'est- pas discuter avec le Hamas. Il n'est pas revenu sur ses positions, non Bah non. Bernie Sanders, non Non, mais il s'oppose à l'idée qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu permanent avec une force qui s'appelle le Hamas. C'est contre ça en fait. Il avait une ligne encore plus dure, il me semble, au début. Au tout Ah bah début, puis oui, après, bien il est sûr. revenu Le un droit peu. d'Israël à se Oui, défendre, exactement. etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je parle À vraiment quoi tu fais Je le référence renomme Belhani Sanders. Là, Sanders, c'est très bien ça, très très bien. c'est pas mal. C'est pas mal. Des petites punchlines comme ça à Ouais, disposition. ouais. Mais il est quand même C'est incroyable. spécial pour Wissam Zenka. Pour le coup, Je nous viens de autres nous qui rejoindre. vivons, dans des pays occidentaux, c'est quand même incroyable que depuis 66 jours, il y a un conflit. Enfin, il y a un conflit de fait armé. Et il n'y a qu'une seule des parties qui s'exprime. L'adversaire de Tsahal n'existe pas. On n'a jamais entendu un communiqué de Et ils Hamas. existent. Pourtant, il publie des communiqués à l'appel, hein, qui Ils sont existent, relayés il y a par Al des- Jazeera. Il n'y a rien qui est relayé par les médias français, italiens, bien allemands, etc. sur les positions du Hamas. Et ce Ça serait n'existe même pas. Ce serait même important pour en faire la critique. Mais il n'y a même pas cet espace-là. Rien. Il n'y a même pas cet espace-là. Cet espace-là n'existe pas. Donc on est vraiment dans une configuration. Et je pense que c'est en partie parce qu'on me demande souvent pourquoi la Palestine. Et même moi, par exemple, j'étais peu actif sur les réseaux sociaux et depuis, voilà, je suis remis un peu à parler parce que là, une des demandes principales des activistes et des militants palestiniens, mais aussi des Palestiniens et Palestiniennes sur place, c'est de continuer de parler de la Palestine. Bien sûr. Mais ce qui est ouais, exactement. Et ce qui j'ai perdu un peu le film. On a été où? Juste avant ça, je sais. Non, on parlait du fait que, en fait, on parle d'un conflit où une des deux parties Oui, n'existe pas. Et je pense que le Ah oui. fait qu'il fait, il y a un soutien si massif à la Palestine et qu'on compare à d'autres conflits, etc., je pense qu'il y a aussi il y a plein de raisons. Et d'ailleurs, Horia, dans un article, Horia Boutelja, dans un article, en parle. Mais je pense qu'une des raisons, c'est aussi en fait la hagra totale, en fait, l'écrasement total en fait des Palestiniens, de l'activisme palestinien, des activistes pro-palestiniens, etc. Du discours, c'est une hagra totale en fait. Et je pense que les gens, c'est ça, je pense que les gens ils réagissent à ça aussi, c'est-à-dire qu'on un discours dominant qui a l'air d'être complètement en décalage avec la réalité d'un génocide, où en gros, encore aujourd'hui, on a entendu, je crois que c'était Estrosi,
qui accusait les Palestiniens en fait de mettre en scène les morts et pas du tout le journaliste en face ne le contredit pas du tout. Il dit voilà c'est des montages avec des poupées etc. Et c'est terrible et du coup ça crée une colère qui dépasse même la colère qu'on ressentirait si au moins on avait un discours qui était voilà il faudrait arrêter le massacre, etc. Ça aurait pu être une position tenue dès le départ, qui n'est pas une position pro-décolonisation, mais qui est une position, voilà, on aurait pu s'attendre que ce soit la position de base, mais non, c'est même pas la position qu'on a, quoi. On a un support du génocide. Alors les amis, je suis désolée, mais on va conclure sur ça, à moins que... Je vais vous laisser un mot de la fin, quand même. Qui veut un mot de la fin? Bien sûr que Youssef veut un mot de la fin. Bah oui. Un mot de la fin quand même, parce que pour revenir sur ce que tu es en train de dire, l'actualité c'est quand même le vote au Conseil de sécurité. Ouais. Malgré tout, il faut quand même noter que là, ça devient de plus en plus difficile de tenir une position sioniste radicale. Oui. Ça, il faut quand même l'admettre. C'est-à-dire que, tu vois, le revirement total de la France, qui en fait se ridiculise totalement sur le dossier. Enfin, depuis le début, c'est ridicule les positions qui sont prises. La pseudo-aide humanitaire qui en fait est un soutien à 2 ou 3 blessés. La coalition. La coalition contre tout est ridicule. Mais on sent bien quand même que ça devient compliqué à l'échelle de la planète entière de tenir la position sioniste radicale en fait, on va éradiquer le Hamas. C'est plus possible. Et ça, c'est quand même, mine de rien, source de... Ça doit être... un point de départ pour la constitution d'un camp décolonial en Palestine vraiment consistant. Déjà ça c'est une victoire, c'est quand même pas rien. Alors qu'est-ce que tu en penses justement rapidement? Mais on dit que Biden donnerait quelques semaines encore à Netanyahou parce qu'ensuite on va être en campagne électorale, donc en gros jusqu'aux fêtes. Et parce qu'après commencera la campagne électorale et donc ce sera plus tenable. La position qu'il a. Donc Netanyahou, sachant qu'il n'a plus que quelques semaines, 2-3 semaines, va accélérer les destructions, sauf qu'il n'y a plus rien à détruire. Et d'autre part, avec le fait que l'armée israélienne rencontre une très forte résistance. Pas forte, une très forte résistance, puisque actuellement on parle quand même de environ 500 morts du côté israélien. Alors on ne sait pas du côté palestinien, mais 500 morts. Mais on voit les norias d'hélicoptères qui emmènent des blessés. Et selon l'armée israélienne, qui ne donne pas les nombres de morts, mais qui donne le nombre de blessés, c'est 5000 blessés, dont 2000 très graves. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est énorme. Je veux dire, jamais il y a eu... Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'au moins, d'ici 2-3 semaines, cette horreur se termine? Mais enfin, est-ce qu'on en parle aux États-Unis? Parce qu'on sait, on sait que Netanyahou, il est en train de jouer ses dernières cartes, là. Et d'ailleurs, ils n'ont aucun plan pour après, etc. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Avec, en plus, cette comédie, moi, ce que j'appelle le Israel Wood, hein, comme on a Bollywood, le Israel Wood, qui nous donne des choses extraordinaires chaque jour. Alors là, ils ont dénudé, mais c'est extraordinaire. Vous avez vu ces photos absolument horribles, qui constituent un crime de guerre, je dois le dire. On n'a pas le droit de mettre en scène des prisonniers, hein, et qui les ont dénudés en slip. Ouais, et voilà, l'ambassadeur qui répond au journaliste qui lui dit mais vous vous rendez compte comment vous expliquez ça? Il dit mais vous savez au Moyen-Orient il fait chaud. Non mais c'est absolument hallucinant. Donc ils sont rentrés dans une école, on l'a su parce que parmi les prisonniers il y a un journaliste. Donc de toute évidence c'était pas un combattant de Hamas, et des fonctionnaires de l'ONU. Des fonctionnaires de l'ONU qui étaient là. On les a mis en slip et puis on a monté une comédie qui est horrible. On a fait prendre un Kalachnikov à l'un d'eux et qui va déposer comme si c'était... Alors on comprend pas parce qu'ils sont 1500 là, il y en a qu'un seul qui a une arme. Donc, mais ça atteint des niveaux. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que les journalistes français ne remettent pas ça en cause. Ne remettent pas ça, ce montage Israel Wood, hein, ils ne le remettent pas du tout en cause. Ils ont relayé, Pujadas, il a relayé l'argument sur lequel c'était des militants du Hamas. Oui, c'est ça. À la lettre. Pujadas a relayé comme quoi c'était des militants du Hamas, alors que tout le monde sait que c'était des civils. Et tout le monde le dit. Et d'ailleurs, même Yedot Aharonot, le journal israélien lui-même, dit que c'était des civils. Ouais, même. C'était intéressant de voir la sortie. Il y a eu 2 sorties hier d'Edoui Plenel qui étaient vraiment révoltantes. Et donc, là, c'est censé être la gauche. De Plenel, tu dis ? Ouais, de Plenel, ce qui est censé être la gauche. Et l'une, celle dont je me rappelle en tout cas, c'était que le nombre de morts civils palestiniens était de, je crois, 10 000, etc. Parce que il fallait pas compter. Il me semble que c'était ça. Je sais plus si. Non, il faut pas compter. Il faut pas compter. Non, faut pas compter les hommes en fait qui ont plus de 17 ans. Ah d'accord. Parce que c'est une des manières dont on compte en fait. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on compte pas. En gros, il compte que les femmes et les enfants.
compte voilà les civils comme étant voilà les femmes et les enfants, les innocents, etc. Pas les hommes en âge. Voilà, donc il faudrait que je retrouve, donc à prendre avec des pincettes, faudrait que je retrouve le tweet, mais le tweet il est vraiment révoltant. Si c'est faux ce que tu dis, on va se faire tuer. Non, je peux le retrouver maintenant même, mais de toute façon, la ligne de Mediapart depuis le début. Elle est catastrophique. On a d'autres dossiers, on n'a pas que besoin de ça. On a l'intention d'ouvrir les dossiers de Mediapart, de toute façon, on vous le dit. Quand on retrouve un studio, on fera ça. Voilà. Ce sera la première. Voilà, ce sera la première de. Voilà. On revient et on fait la peau à Mediapart. Un dernier mot, Samir, ou tu veux faire ta promo pour la mission d'après? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Après la pub. Moi, je vais faire un teasing. Il y aura Wissam. Ah ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Voilà. Il n'y aura pas Raz aussi? Non? Il vient pas? Ah, ils sont en live. Bon bah. Non, dis pas ça, ils vont aller chez eux après. Ils sont pas du tout en live. Non, ne les. Ouais. Donc Raz et Dani, vous nous faites un raid s'il vous plaît dès que vous avez terminé. Merci. Ok, merci à tous. Donc c'était peut-être la dernière de la perme avant longtemps. Ouais. Voilà, c'est pas grave. Pas. En tout cas, la dernière perme ici. En tout cas, ici c'est la dernière perme. Après, je sais pas ce qui se passe. Wissam. Voilà. Wissam, viens. On communiquera. Mais non, mais c'est la fin de la dernière perme. C'est la fin de la dernière perme. Vas-y, t'es obligé d'être là. T'es obligé d'être là. De la perme. De la dernière perme au studio. Alors c'est pas la dernière séance style Eddie Mitchell. Donc... je vous ai laissé faire, ça devient n'importe quoi en fait. En fait, on finit à 21h. On peut faire un petit débrief, ouais. Ouais, on finit à 21h, c'est... Mais tu sais que Youssef était à l'heure. Il y a eu 3 invités différents. Youssef était à l'heure? Ouais. Non. Par contre, pas toi. Oui, mais moi, je suis arrivé là, j'étais à l'heure pour l'autre émission. Ah oui, c'est ça. C'est parce que j'ai dû annuler l'émission de Tonton Youssef, donc voilà, il est dû venir à l'heure. Désolé, Youssef. En tout cas, je sais pas, on va reprendre en combien de minutes? Il est 43, à 21h, c'est bon? Bah après, ouais, voilà, on fait... De toute façon, les gens attendent. Hein, écoute, on reprend dans environ... on reprend à 21h max. Et on, voilà, donc vous histoire restez, c'est la de dernière. passer un bon moment pour clôturer le studio. Donc restez avec nous. Mais attends, pourquoi il n'y a pas de chaise? Il n'y a pas de chaise là, il n'y a pas de chaise à côté. Elles sont passées où les chaises? Je sais pas, ça faut voir avec Fabrice. Peut-être il est en train de faire le déménagement déjà. On va finir tous debout comme ça. Ils sont dans le camion, les chaises elles sont dans le camion. Allez, à tout à l'heure les amis. À tout à l'heure et partagez sur les réseaux pour faire venir plus de monde. Allez, bye bye. Merci.